Alors bienvenue à tous à Bruxelles Sceptico Pub. Et ben, on est content qu'il y ait beaucoup de monde, même si voilà, tout le monde malheureusement ne peut pas rentrer, mais on est vraiment super content. Alors aujourd'hui, je pense que s'il y a du monde, c'est parce que vous le connaissez certainement, mais on a le plaisir d'accueillir Samuel Buisseret, alias Mr Sam. Ou Monsieur Sam, je sais plus, qu'est-ce que tu avais dit, laquelle était la bonne finalement? En fait les deux, parce que il y a une petite faute d'orthographe, du voilà, coup c'est MR point, normalement c'est M point ou MR tout court. Donc en fait les deux. Moi je dirais Mr Sam, mais bon. Voilà, et il va... oui, et alors en plus Mr Sam est bon, évidemment c'est une star de YouTube. Et il est membre du comité para qui organise cet événement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il va nous parler de l'entretien épistémique. Alors, je vais pas me lancer dans une explication, je suis sûr qu'il va très bien le faire lui-même. Et je lui cède la parole, mais je vais quand même m'éjecter d'abord. Donc, bonne conférence à tout le monde. Merci Jean-Michel. J'ai oublié un truc très important, je pourrais pas le dire à la fin, parce que je suis à l'extérieur de la salle. Il y a une caisse là. La conférence est gratuite, mais pour ceux qui veulent donner, il y aura le monsieur là qui sera à la porte, et vous pouvez faire... c'est comme à l'église, vous faites des dons. Si vous voulez. Merci à tous d'être venus, hein. Vous êtes venus très très nombreux, moi je m'y attendais pas, c'est un petit peu flippant, je vous le cache pas. Je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai une chaîne YouTube qui parle de scepticisme, qui parle de pensée critique et qui essaye de parler un peu de philosophie des sciences, etc. C'est pas très hardcore science, je suis assez amateur, je suis plus dans la vulgarisation de ce que je découvre au fur et à mesure. C'est relativement léger, mais j'ai une particularité, c'est que je suis un ancien fervent croyant de beaucoup de théories du complot. J'ai été très religieux, j'ai été élevé dans les témoins de Jéhovah. J'ai cru à un moment donné que j'avais des dons de magnétisme. J'ai été ufologue aussi, j'ai visité des crop circles, bref. J'ai beaucoup nagé dans tout ce qu'aujourd'hui j'essaye, je ne vais pas dire de combattre, mais en tout cas de... Bah si, un petit peu de combattre quand même. Il faut être un peu honnête. Donc, voilà, donc moi je fais des vidéos, vous trouvez ça sur YouTube, youtube.com, machin truc muche, toute l'adresse est là. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit un minimum drôle, amusant et sympa. Donc, dans cette conférence qui est une introduction à l'entretien épistémique, on va pas rentrer directement dans l'art de l'entretien épistémique parce que c'est un truc assez mastoc et assez peu défini finalement. J'emprunte pas mal de choses à un autre YouTuber que vous verrez qui s'appelle Anthony Magnabosco, qui est pour moi le pionnier de l'entretien épistémique. Donc je préfère le dire à l'avance, puisque c'est enregistré, etc. Pour pas qu'après il y ait des petits trolls qui viennent sur internet me dire « Hey, t'as vu, il a tout recopié ?» Donc c'est absolument pas le cas. Il y a des petits emprunts, mais c'est une petite fraction, quoi. Donc voilà. Et Anthony m'a donné son accord, de toute façon. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc, merci au comité para qui n'est plus là, du coup. Merci au comité para pour l'invitation. Le comité para, il faut quand même savoir que c'est si j'ai bien compris, je ne voudrais pas me tromper sur les termes, mais c'est quand même la plus vieille association au monde qui étudie les parasciences. Et ça, c'est quand même vachement fort, quoi. Tout ça pour dire qu'ils méritent vraiment d'être soutenus. Hein. La petite caisse à l'entrée... moi je rajoute une petite couche, quoi. Voilà, c'est le comité para organise ces trucs-là, ça leur permet d'inviter des gens qui viennent parfois de loin, hein, comme par exemple de la lointaine France, et ça les défraie, ça les loge, ça nous permet d'avoir des invités super intéressants. Donc voilà, je rajoute ma petite couche pour le comité para, c'est gratuit. Et ça mange pas de pain. Vous êtes tous là pour savoir comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, et accessoirement pourquoi c'est une mauvaise question. Eh bien, c'est pas possible. Voilà, merci. Vous pouvez tous rentrer chez vous. Voilà, c'était intéressant. Donc ici, on va faire une introduction à l'entretien épistémique, qui est un truc dont on parle dans les milieux sceptiques beaucoup, sans jamais trop savoir exactement ce que c'est. Je crois que tout le monde le pratique un peu à sa sauce, et finalement, c'est un petit peu le but, puisque c'est un domaine expérimental. C'est quelque chose... à ma connaissance, il n'y a pas vraiment de formalisation de ce qu'est un entretien épistémique. On ne trouve pas de définition claire, on ne trouve pas de règles claires. Donc moi, ce que je vais vous apporter ici, soyez quand même un petit peu prudent par rapport à mes propos,
c'est assez subjectif. C'est ce que moi je retiens de mon expérience, du fait d'avoir pratiqué certains types d'entretien épistémique, et aussi de ce que moi j'ai décidé de ce que me semblait être l'entretien épistémique le plus efficace. Mais il se peut que je me trompe, il se peut qu'il y ait des choses bien plus intéressantes. C'est un domaine expérimental, donc à prendre avec ce type de pincette. L'entretien épistémique, qui est souvent représenté par ce superbe logo où on voit deux bulles qui se croisent et qui se posent la même question, ce n'est pas de l'épistémologie. Parce que ça, c'est une confusion qui est assez fréquente. On dit épistémologie, entretien épistémique, c'est pas du tout le cas. L'épistémologie, alors là, il y a une définition un peu velue, partie de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des postulats, conclusions et méthodes d'une science particulière, considérée du point de vue de son évolution, afin d'en déterminer l'origine logique, la valeur et la portée scientifique et philosophique. En gros, c'est la science de comment on produit de la connaissance. Cette définition-là, elle s'arrête d'ailleurs sur le fait que l'épistémologie serait l'étude de la science, de comment on fait la science, donc comment on arrive à produire les connaissances issues de la science. Mais ils ne sont pas tous d'accord par rapport à ça. Il y en a même qui incluent aussi comment on produit des mythes, comment on produit des religions, comment on produit des mouvements, etc. En bref, c'est vraiment l'étude de comment émergent des choses qu'on considère vraies, en fait. Et ce qui est repris, ce qu'il y a d'épistémologique dans l'entretien épistémique, c'est qu'on va toujours se placer face à l'interlocuteur du point de vue de son évolution à lui, et on va s'attaquer surtout à l'origine logique de son affirmation. Donc c'est pour ça que je les ai mis en orange. Grande question. Qu'est-ce que la vérité ? Parce que quand on veut dire aux gens qu'ils ont tort, fatalement on inclut des notions de vrai, de faux, des choses qui sont un petit peu vagues, et donc je me suis dit qu'en guise d'introduction, l'intro est plus conséquente que le passage sur l'entretien épistémique, je me suis dit que ce serait bien quand même de refaire une petite situation sur notre rapport à la vérité. Il y a un truc qui est assez incroyable chez l'être humain, c'est qu'il a besoin de pas grand chose pour croire, mais il lui faut beaucoup pour décroire. C'est-à-dire que vous, par exemple, qui êtes là, vous êtes venu ici, et il ne va pas me falloir faire énormément d'efforts pour que vous ayez confiance en ce que je vous dis. Vous avez toutes sortes de mécanismes qui font que vous êtes déjà disposé à comprendre que ce que je vous dis, c'est vrai, c'est intéressant, etc. Alors que si quelqu'un va vouloir contredire ce que vous allez apprendre ce soir, ou ce que j'espère que vous allez apprendre ce soir, il va devoir y mettre beaucoup d'efforts. Il va devoir... je ne sais pas, surpasser peut-être la vision exagérée que vous avez de mes compétences ou ce que mon discours aura contenu. Et ça, c'est valable pour absolument tout. On a tous besoin de très peu de choses pour croire, mais on a besoin de beaucoup de choses pour décroire. Là, en ce moment, sur Internet, j'ai beaucoup de discussions avec des gens qui viennent me parler de Bruno le médium. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Et la question que se posent les gens, c'est pourquoi ne pas croire en Bruno ? Ils ne se posent pas la question pourquoi croire en Bruno. C'est-à-dire qu'ils commencent à on croit Bruno, et vas-y, convainc-moi qu'il faut descendre. Donc voilà, je pense que vous avez compris le concept. Et tout ça, je pense que ça vient d'un problème qui est un peu plus profond. C'est je ne suis pas convaincu qu'on aime la vérité. Je ne suis pas convaincu qu'on a un amour instinctif de la vérité. Est-ce qu'on aime la vérité ou est-ce qu'on considère que les idées qu'on aime sont vraies? C'est pas la même chose. C'est rigoureusement pas la même chose. Et pourtant, c'est ce qu'on a tous tendance à faire. Est-ce que le cerveau préfère la vérité ou l'impression d'être dans le vrai? Ça, c'est des questions qu'il faut réussir à se poser le plus fréquemment possible. Et alors, bien sûr, le grand classique, est-ce que vous aimez la vérité ou est-ce que vous aimez avoir raison? Si vous êtes là pour la question que j'ai posée, c'est probablement que vous aimez un petit peu avoir raison, quand même. Je crois que tout le monde aime avoir raison. Et ce qui est assez fou, c'est que face à ce qu'on a de plus fort pour faire émerger de la vérité, qui est la méthode scientifique, c'est vraiment un gros travail pour réussir à faire l'abstraction de tous ces mécanismes et essayer de se rapprocher au plus près de cette vérité qui est par essence un peu inaccessible, puisqu'on n'a jamais que nos sens, on ne peut jamais être sûr qu'on n'est pas dans la matrice, etc. Ce qui est fou, c'est que face à cette vérité, la plupart des gens ont suffisamment confiance en leurs intuitions
et en leur subjectivité personnelle pour penser que ça leur permet de contester ces résultats. C'est-à-dire que quelqu'un qui va entendre des choses sur le réchauffement climatique, voilà, le rapport du GIEC, très bon exemple, de base, il va se sentir déjà légitime pour s'exprimer là-dessus, alors que ça regroupe des tonnes de scientifiques qui ont travaillé pendant des années, etc. Mais on a tous cette sensation que nos intuitions, notre subjectivité nous permet d'en placer une sans avoir ouvert le rapport. Et ça, c'est assez fou comme rapport à la vérité. Et puis surtout, est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit savoir? Il y a un très très gros problème avec le discours scientifique et aussi le discours sceptique. C'est que il est condamné à être mal accueilli parce que c'est un mélange d'arrogance et d'humilité, si vous voulez. Arrogance parce que la connaissance, forcément, quand vous arrivez avec beaucoup de connaissances dans un domaine, vous paraissez arrogant aux yeux des gens. Les sceptiques expérimentent ça régulièrement sur les réseaux sociaux. Vous arrivez avec quelque chose de très construit et ça contredit ce qu'une personne pense. Alors la première fois que vous avez un contradicteur néophyte qui ne sait pas trop de quoi il parle, vous allez être gentil avec lui. La deuxième fois, vous allez être un peu moins patient. La 15e fois, il se peut que vous soyez un petit peu arrogant, quoi. Donc c'est un truc qu'on repère souvent sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, on en a un peu marre et effectivement, on a tendance à devenir arrogant sans s'en rendre compte. Et humilité, parce que la démarche scientifique, ça reste l'humilité face à l'inconnu, en fait. Il faut réussir à... Et donc, il y a toujours ces grands problèmes de relation à la vérité qui font que la question comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort, elle est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense en général. Et alors encore un dernier problème par rapport à la vérité, c'est qu'il y a différents types de connaissances. Il y a les connaissances apprises, ça c'est les trucs qu'on apprend par cœur, qui ne donnent pas vraiment beaucoup de plaisir. Le par cœur, ça réjouit pas grand monde, hein. On n'est pas tous, on s'est pas tous esclaffés de génie face aux tables de multiplication. C'est pas un truc qui nous a tous suremballés. Mais le mec qui a trouvé ça, le mec qui a découvert les tables de multiplication, lui, il devait kiffer grave. Il devait être en train de se dire « Mais c'est génial! Si j'aligne les numéros comme ça, ouah, ça donne tel truc, c'est super !» Donc il y a toujours cette différence entre les connaissances apprises et les connaissances comprises. Quand on comprend une connaissance, on a envie de l'enseigner à tout le monde, on est motivé. Quand on apprend une connaissance, forcément... La satisfaction qu'elle nous procure, elle est vachement moindre. Et c'est un des trucs qui explique, par exemple, le succès de mouvements comme ceux de la Terre plate. On apprend tous que la Terre est ronde, mais les mecs qui croient que la Terre est plate, ils vous l'apprennent pas comme on vous l'apprend que la Terre est ronde. Ils vous expliquent que la Terre est plate. Ils vous donnent une satisfaction intellectuelle. Ils vous embarquent dans un raisonnement logique qui conduit à ça. Et donc vous prenez du plaisir, vous avez le plaisir de la vérité. Et ça, c'est vraiment encore un des grands pièges qu'on a face à la vérité. Si on ajoute à ça, évidemment, notre bon vieux copain, le biais de confirmation qui fait que on a tendance à ne garder que des éléments qui vont dans notre sens et à occulter ceux qui ne vont pas dans notre direction, on se retrouve avec un joyeux bordel qui nécessite, par essence, l'existence d'une méthode bien spécifique et contre-intuitive pour réussir à décortiquer ce qu'on croit être la vérité. C'est pour ça qu'il y a l'entretien épistémique. C'est parce qu'on a tous ces biais, on a tout ce rapport à la vérité qui est biaisé, et donc il fallait trouver un moyen de décortiquer tout ça pour atteindre une réflexion plus profonde, plus dépassionnée sur ce qu'on considère être vrai. Donc, comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort? Et pourquoi c'est une mauvaise question? C'est un truc qui... Le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est quand on était au Crax avec le chat sceptique, il y a de ça 2 ans. Donc le Crax, c'est une espèce de convention, si vous voulez, où il y a des youtubeurs qui viennent, etc. Et c'est assez sympa. Et je me rappelle que la toute dernière conférence, on était 4-5, il y avait Vled de la Tronchambier, il y avait plusieurs sceptiques. Et on enchaîne les questions avec les gens et on se rend compte que, au fur et à mesure, on se dit mais c'est quand même beaucoup des instituteurs qui posent des questions. Et c'est quand même souvent la même question. C'est quand même mes élèves me balancent que le 11 septembre ceci, mes élèves me balancent que la Terre plate, etc. Et plus je leur donne des informations qui vont contre ce qu'ils pensent, plus ils sont sûrs de ce qu'ils pensent. Comment est-ce qu'on peut faire, etc.
Alors moi évidemment je pense à l'entretien épistémique et je me dis mais vous n'avez pas des formateurs, il n'y a pas des formations qui vous aident à apporter un peu d'esprit critique dans les écoles? Et alors tu confirmeras, le gars répond bah oui à ce genre de formateur. Alors je dis bah pourquoi vous diffusez pas nos vidéos dans les classes, etc., les vidéos des sceptiques? Et le mec répond bah justement je l'ai proposé à mon formateur et sa réponse a été immédiatement: diffuser les vidéos des sceptiques? Mais certainement pas, ces gens-là croient même pas en l'homéopathie. Voilà, c'est ça. Je sais pas qui a fait le bruit, mais c'est ce bruit-là que j'ai fait. Donc il y a du boulot en fait. Il y a du boulot en amont, du boulot et du boulot quoi. Ouais, j'étais un petit peu impressionné aussi par. Alors, je veux pas faire un débat sur l'homéopathie. Je sais pas si tout le monde est. Pas ce soir. Pas ce soir. D'accord, d'accord. Pour parler de l'entretien épistémique, rien ne vaut un bon cas pratique. Je vais donc utiliser le cas de ce bon vieux Tonton Hubert. On a tous des tontons Hubert, hein. Je crois que on va tous être un peu d'accord là-dessus. Tonton Hubert, c'est pas un mauvais gars, hein. Je sais pas qui a vu OSS 117, mais dans le fond, c'est pas un mauvais gars. Il est juste un peu bête, un peu raciste, un peu sexiste, hein, un peu. Mais il a de bonnes valeurs, on l'aime bien, il n'a pas une mauvaise intention, Tonton Hubert. Donc, c'est pas vraiment un méchant, c'est juste qu'il pourrait faire un effort, mais bon, allez, on va passer le truc. Et Tonton Hubert, on l'a tous connu au repas de famille, qui est un de mes sujets de prédilection. Ouais. Le fameux repas dominical où vous arrivez avec votre femme, éventuellement vos enfants, il y a la belle-mère, il y a le frère, sa famille, etc. On fait tous bonne figure, on arrive à faire quelque chose de sympa, et Tonton Hubert balance: eh ben, tu sais, l'homéopathie, ça a été prouvé scientifiquement. Tonton Hubert, alors là, dans ces cas-là, ce qui vous arrive en général, c'est ça. Vous êtes un petit peu divisé. Il n'y a pas d'Hubert dans la salle, au fait. Je voudrais pas stigmatiser les... J'ai mis longtemps à choisir le prénom. À la base, je voulais... Normalement, tu utilises Jean-Michel, mais il y a un Jean-Michel. Donc on se retrouve sur une ligne où d'un côté, soit on va combattre Tonton Hubert, soit on va se préserver. Et c'est un petit peu difficile de choisir dans tout ça. Ça dépend si parle beaucoup ou pas. Ah bah oui, là on fait une espèce de ralenti si tu veux. Tonton Hubert a lancé son truc, tout le monde fait tu vois, et on est dans le ralenti. Toi tu sais pas, tu étais entre les deux quoi. Voilà, donc on va rester sur ce ralenti extrêmement ralenti, presque une pause, et on va un petit peu passer en revue les options en fait, parce que les options on n'y pense pas vraiment dans ces cas-là, on se focalise plus sur son envie que sur les options. Mais j'y reviendrai après sur la différence entre ces deux trucs-là. Donc moi, j'ai placé 7 points sur cette ligne. 7 techniques qui sont associées à 7 objectifs différents. Je vous les passe très vite en revue, après on reviendra dessus. Le premier objectif, ça peut être de rejeter, simplement, ce que Tonton Hubert dit. Il n'y a pas que dans le cas du repas dominical, hein. Rejeter, c'est pas... Il n'y a pas de notion de bien et de mal dans ce que je vais dire, hein. Je tiens à le préciser. Chaque technique se vaut, à mon sens, dès lors qu'on l'a choisie. On peut rejeter simplement un propos. Ça peut être un cas beaucoup plus grave que Tonton Hubert, hein. Vous pouvez... moi, j'ai eu une histoire assez moche où je me baladais avec un pote qui est homosexuel dans le centre de Bruxelles. Et tout d'un coup, il y a deux racailles qui débarquent et qui font ouais, les PD, c'est pas naturel. Bon... On va pas lui faire un entretien épistémique au gars. C'est un petit peu légitime de trouver le moyen de s'en débarrasser. C'est pas un mal. Deuxième point, le truc qu'on fait le plus souvent, c'est se lancer dans un débat. Ça, c'est quand l'objectif, c'est de lui faire comprendre qu'il a tort et que vous avez raison. Le troisième point, c'est discuter. C'est un peu plus subtil. C'est quand... Ah, vous êtes interloqué, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'apprendre de l'autre. Si c'est Nathan qui me dit ça, je vais avoir envie d'écouter ses arguments. Nathan, le chat sceptique, bien sûr, qui était un collègue
parce qu'il est aussi sur YouTube et voilà. Oui, pardon. Et puis il y a la coopération, et ça c'est l'entretien épistémique, c'est ce dont on va parler, mais c'est un truc qui est vraiment pas inné. Autant les 3 premiers, je pense qu'on les a tous plus ou moins faits, autant la coopération, je doute fort que si on ne vous apprend pas ce que c'est, vous ne le trouvez pas par vous-même. En même temps, ça a bien dû arriver à quelqu'un, mais c'est tellement pas inné, c'est tellement anti-instinctif, contre-intuitif, que ça mérite qu'on... voilà, c'est le thème de l'exposé. Ensuite, vous avez se positionner. Ça, c'est quand votre objectif, ça peut être de simplement laisser un doute. Je reviendrai dessus après. Vous avez zapper. Ça, c'est quand votre objectif, c'est juste de passer un bon moment, pas prise de tête. Et puis, vous avez ignorer. Ça, c'est quand vous voulez simplement attendre que ça passe. Parce que des fois, tonton Hubert, on sait très bien que si on le laisse parler 3 minutes, après, ça s'arrête, quoi. Donc je le disais, moi ce qui me semble vraiment important, personnellement, c'est d'écouter en soi la différence entre l'envie et la volonté. Quand on a affaire à des contradicteurs de ce type-là, généralement la première envie c'est quelque chose de relativement agressif. Mais à peu près tout le monde, si on s'assied, qu'on réfléchit à nos valeurs, à notre expérience, si on en discute avec quelqu'un, on va avoir envie, on va avoir la volonté, de peut-être essayer une autre stratégie, de peut-être tenter quelque chose de valeureux avant de se lancer dans des solutions radicales. Donc on va rester sur cet exemple. Imaginons que tonton Hubert dit que l'homéopathie est prouvée scientifiquement. Si vous rejetez, c'est que vous vous en foutez de ce que tonton Hubert pense. Bon, ça, on va pas s'éterniser là-dessus. Par rapport au débat, il y a un truc dont on est, à mon sens, trop peu conscient, c'est que le débat est une démarche dogmatique. Dans les 2 cas, pour les 2 intervenants, c'est généralement une démarche dogmatique. Vous ne partez pas avec l'intention de changer d'avis. Vous ne partez pas avec l'idée que... Vous partez avec l'envie de lui montrer qu'il a tort, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que vous avez tort, hein, ça veut juste dire que il faut bien oser, si on choisit de débattre, il faut bien oser se le dire en face, voilà, là j'ai envie d'imposer mon dogme. C'est juste cette petite chose qui me semble importante. On a envie de sermonner Hubert pour qu'il comprenne qu'on a raison et qu'il a tort. Il ne peut pas y avoir d'autre issue à l'échange. On sait déjà comment doit se passer la conversation. Ça aussi c'est un indicateur. On imagine toute la conversation, on la voit. Ça c'est un indicateur qu'on a envie d'apporter son dogme, point barre. Sachez reconnaître ça pour en faire un vrai choix, quoi. C'est juste le conseil que je vous donne. Parce que dans sa position à lui, il ressent très exactement la même chose que vous. Il y a cette image qui est très intéressante. On voit 2 camps qui s'affrontent et vous voyez comment on voit l'adversaire, alors qu'ils sont parfaitement identiques. Nous, on a notre terre sainte, eux, ils ont leur territoire barbare. Nous, on a notre glorieux roi, eux, ils ont leur tyran psychopathe. Notre profonde religion, leur superstition primitive. Notre noble peuple, leur sauvage. Nos aventuriers héroïques, leurs envahisseurs sanguinaires. Et quand je dis notre profonde religion, dans cette disposition-là, le scepticisme peut tout à fait s'inscrire. C'est notre mode de pensée, c'est notre façon de penser. Donc ce sera vécu comme ça, en fait, des 2 côtés. Si vous identifiez cet objectif et que vous choisissez de vous lancer là-dedans, je vous invite à vous poser une petite question que j'aime beaucoup, c'est à quel pourcentage vous êtes certain d'avoir raison. Donc imaginez, tonton Hubert est là, il vous dit l'homéopathie est prouvée scientifiquement, à quel pourcentage êtes-vous certain qu'il a tort? Parce que si vous vous rapprochez de quasiment 100%, alors ce que vous allez voir sur l'entretien épistémique risque de vous faire solidement réfléchir. En 3e position, on a discuter. Alors si votre but c'est de discuter, c'est d'échanger, excusez pour la promo, mais il y a quelqu'un qui a déjà réalisé une très très bonne vidéo sur le sujet, le chat sceptique. Il est venu faire une conférence ici qu'il a expliqué, c'est la fameuse cible de Graham. À la base, c'est une pyramide de Graham, je pense, et tu l'as transformée en cible. On va dire que les 4 cercles extérieurs, on va pas s'attarder dessus, c'est en gros tout ce qu'il faut pas trop faire si on veut une discussion constructive. Après, voilà, il y a 4 niveaux intérieurs de discussion qui sont assez intéressants.
Oui, quand vous êtes à l'extérieur, un chaton meurt, ça c'est évident. C'est motif. Ah ben ouais, non mais attends, bien sûr que c'est prouvé. Et l'argument d'autorité, c'est pour qui? Attends, c'est prouvé. C'est sur YouTube, donc c'est vrai. C'est sur YouTube, donc c'est vrai, voilà. Donc on peut croire que c'est relativement faible quand on s'écarte, mais moi je pense que ça peut se justifier et contredire sans argumenter. Si vous avez confiance en votre interlocuteur, vous n'êtes pas tout le temps obligé de vous justifier, de rentrer dans le détail, etc. De nouveau, on peut dire « Ah non, là tu te trompes ». Et il y a des cas pour lesquels on peut faire confiance à la personne, et puis c'est très bien. Contredire en argumentant, c'est évidemment mieux. Réfuter une parole, c'est vraiment montrer ce que la parole a de contradictoire en elle-même. Et alors là, on se rapproche de l'entretien épistémique. Identifier et réfuter la thèse centrale. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller dans l'ossature de ce qui a été dit. On va l'identifier et on va voir ce qu'il a de réfutable. Et la seule différence avec l'entretien épistémique, c'est que dans ce cas-là, c'est frontal. Dans ce cas-là, c'est 1 contre 1. Il n'y a pas encore vraiment cette notion de coopération. C'est un peu nébuleux pour l'instant, on va y revenir, vous inquiétez pas. Ensuite vient la coopération. Ça, on va en parler juste après. Je vais juste terminer le petit tour d'horizon qui est assez intéressant, notamment par rapport à se positionner. Ça, c'est un truc vachement sympa que j'ai appris de Jean-Michel Abrassard, d'ailleurs. Faut pas se fier aux apparences. Le simple fait de dire à une personne « Écoute, j'ai entendu tes arguments, je les ai compris, je comprends que ça te convainque, mais moi ça me convainc pas, restons-en là. » Le simple fait de savoir dire ça, de savoir poser ça, la personne va immédiatement comprendre qu'elle ne maîtrisait pas son propos aussi bien qu'elle le croyait. Et ça, c'est le doute. Parce qu'elle n'a pas réussi à vous convaincre. Un truc, par exemple, si je dis ah ben non, moi je suis pas convaincu que manger bio c'est la meilleure façon de manger. Ah bon? Ça c'est un truc qui surprend souvent. On s'attendait pas à ce qu'il existe des gens qui pensent ça. Et bien souvent, simplement se positionner, simplement exister et faire comprendre qu'il existe des gens qui comprennent les arguments, qui comprennent les arguments avancés pour prouver le truc, mais que ça ne convainc pas, c'est déjà vraiment pas mal pour faire réfléchir quelqu'un, pour lui apporter un peu de doute, parce que finalement c'est ça l'esprit critique, c'est essayer d'avoir le bon doute, essayer d'avoir du doute, enfin peut-être pas le bon doute, mais essayer d'avoir du doute et d'en donner. Ensuite, vous avez zapper. Zapper, ça c'est la grande sagesse. C'est pas très facile à mettre en application, mais c'est réussir à dire à tonton Hubert, comme disait Florent Martin, viens, on parle d'autre chose. Je t'aime pour plein d'autres raisons. Raconte-moi tes vacances. Moi, je trouve que c'est des paroles d'une sagesse immense. C'est un truc, on voit très rarement ça sur les réseaux sociaux, en tout cas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux... Enfin, bon, il y a des gens à qui ça se fait pas trop de dire ça, hein, mais... ne vois pas dire à Jacques Grimaud, viens, on parle d'autre chose, raconte-moi tes vacances. Faudrait essayer, ça pourrait être intéressant. C'est méchant. Et puis enfin, il y a ignorer. Ignorer qui est attendre que ça passe, mais aussi, pour vous, un excellent exercice, c'est celui d'apprendre à laisser dire. C'est con, mais ça peut aussi être important. Si vous avez conscience que ça fait partie de vos choix, je pense que si vous avez conscience que ce sont des cartes que vous avez en main et que vous pouvez décider laquelle choisir en fonction de vos valeurs, etc., je pense que c'est plus intéressant que de plonger sur la première envie qui nous vient, qui correspond généralement à lui fermer le bec. Mais bon, tout ça, au fond, c'est des trucs que vous saviez déjà à peu près, des trucs que vous avez déjà tous à peu près expérimentés. Si on réfléchit un petit peu, quelle est cette chose qui constitue le tort de la personne, en général? Si on perçoit un tort chez l'autre, c'est parce qu'en fait, on perçoit ce tort comme étant une croyance. Et c'est à peu près le point commun à tout ce qu'on identifie comme étant un tort, c'est qu'on l'associe à une fausse croyance. Alors une croyance, c'est quoi? Voilà, bien souvent, on se représente les choses comme ça, croyance contre connaissance. Bien souvent, donc la définition du dictionnaire, par exemple, juste ça, déjà ça c'est pas mal. La définition de croyance, c'est donner une adhésion de principe au fait de croire une chose vraie, vraisemblable ou possible.
Et donc bien souvent on se dit moi j'ai la connaissance, lui il a la croyance, et on croit qu'on va opposer croyance et connaissance. Mais en fait, avec l'expérience que j'ai acquis personnellement dans le milieu sceptique, à force de parler presque tous les jours à des gens qui viennent m'exposer leurs croyances, avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de certitude, avec parfois un peu trop de motivation, je suis plutôt arrivé à une conclusion. Donc là on est vraiment dans la subjectivité. Personnellement aujourd'hui je vois plutôt les choses comme ça. C'est un petit peu plus complexe. Parce que la connaissance, qu'est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est ce qui a résisté à toutes les tentatives de remise en question, comme nous le dit la méthode scientifique? Est-ce que c'est tout ce qu'on a essayé de démonter sans succès? On a essayé de démonter la théorie de la relativité, on n'y est pas arrivé, donc c'est devenu une connaissance. En plus, elle a été maintes et maintes fois confirmée par l'expérience, etc. Ou est-ce qu'au contraire, la connaissance, c'est précisément ce qu'on a convenu tacitement de ne pas remettre en question, comme le fait que la Terre est ronde. Oui, le fait que l'histoire de la Terre plate, c'est vraiment un super exemple d'ailleurs. Qui croit ici que la Terre est plate? Soyez pas gênés. Hein. Un petit peu, même pas un petit peu. J'en aurai jamais. Hein. J'en aurai jamais. Hein. Qui ici sait comment on a su que la Terre était ronde? Alors ceux qui pensent que c'est Eratosthène, baissez la main. Il y en a un là. Alors qui ici sait comment on a su que la Terre était ronde, mais qui croit que c'est parce qu'il y a les photos de la NASA? Ça va, ça va. Et qui l'a su en regardant mes vidéos? Ok, donc en fait, vous croyez que la Terre est ronde. Vous n'avez pas la connaissance que la Terre est ronde, vous croyez que la Terre est ronde. C'est un savoir qui vous a été acquis. Vous êtes donc des cibles idéales pour quelqu'un qui viendra vous expliquer que la Terre en fait est plate. Parce qu'ils ont des arguments, ils ont une construction. Et donc, on voit que la connaissance, elle a une espèce de statut particulier, mais elle fait quand même partie de l'ensemble des croyances, à mon avis, à mon sens. Et c'est pour ça que quand on affronte Tonton Hubert, en fait, ça va rester un combat de croyance contre croyance. Et pas comme on l'imagine, de connaissance contre croyance. Je remets ce petit dessin qui est vraiment très évocateur par rapport à ça. Donc, du coup, on est un petit peu bloqué. On se dit, bon, quel est l'idéal pour faire réfléchir Tonton Hubert? Eh ben, si on se pose la question autrement, on peut utiliser l'argument de la baguette magique. Moi, j'aime beaucoup l'idée de la baguette magique. Et on peut se demander quel résultat attendons-nous d'une solution idéale. Plutôt que de se demander quelle est la solution idéale, on peut se demander quel résultat on attend d'une solution idéale. Et je pense que si on se pose tous et qu'on réfléchit un petit peu, et qu'on a envie d'être bien, d'être sain d'esprit, etc., on va rapidement arriver à une conclusion qui ressemble à que celui de nous deux qui se trompe puisse s'en rendre compte. Et pour ça, la solution qui s'en rapproche le plus, c'est Bill Murray. C'est Bill Murray dans Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Bill Murray, dans Un jour sans fin, il revit sans cesse la même journée. Et il est coincé dans un bled qu'il déteste, un truc où il doit aller une fois par an. Il n'aime pas les habitants, etc. Il est vraiment aigri. Et boum, il doit refaire cette journée sans cesse. Alors, au tout début, ce que Bill Murray va essayer de faire, c'est assez intéressant à observer, c'est qu'il va essayer de tirer profit de la situation en manipulant les gens pour satisfaire ses envies. Il va essayer de draguer la nana en lui faisant croire qu'il boit le même cocktail qu'elle, qu'il est passionné de poésie italienne, etc. Et en fait, il va déployer une quantité d'efforts phénoménale pour principalement se ramasser des baffes et devenir suicidaire. C'est le premier message du film, que je trouve assez intéressant. Parce que l'entretien épistémique est souvent associé à de la manipulation. Et il peut avoir un côté sombre. Et je pense que ça illustre assez bien son côté sombre, vous le verrez. Mais Bill Murray ne s'arrête pas là. Il finit par réfléchir éthiquement à ce qu'il voudrait faire pour donner, en fait, le meilleur de lui-même. Pas par charité chrétienne, mais parce qu'il a pris le temps de réfléchir et qu'il s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais de cette journée? Et là, il va essayer de satisfaire sa volonté, comme je le disais, donc, où j'opposais envie et volonté. Et donc il va plus satisfaire son ego et il va plus essayer de satisfaire son ego et obtenir du plaisir, il va commencer à coopérer avec les gens.
Et ce que ce film a de super intéressant sur le plan métaphorique, c'est que il montre que les mots justes existent. C'est-à-dire que si je pouvais revivre le même repas, ce serait atroce, mais le même repas avec tonton Hubert chaque jour, je finirais forcément, tôt ou tard, par trouver les mots justes qui font comprendre rapidement à tonton Hubert, sans douleur, sans qu'on s'entretue, sans devoir faire semblant d'être devin, comme le fait Bill Murray pendant le début du film. Je finirais par trouver ces mots. Ça me semble presque impossible que ces mots, en fait, n'existent pas. Toute la difficulté est de les trouver. Mais tout ça, ça me fait réfléchir à un autre truc. Ça veut dire aussi que quand j'engage la conversation avec tonton Hubert, en fait, j'engage une responsabilité. J'engage la responsabilité de trouver ces mots justes. Et si je ne les trouve pas, c'est pas très cool, en fait, de repartir de la conversation en disant « Ah, tonton Hubert, de toute façon, c'est juste un sale con, il comprend rien. » Parce que c'est mon échec aussi. C'est pas juste l'échec de tonton Hubert qui est bouché du bulbe. C'est moi aussi qui pensais que j'allais trouver les bons mots et je les ai pas trouvés. C'est moi aussi qui pensais que tonton Hubert était plus réceptif et en fait il était moins réceptif que ce que j'imaginais. Il était moins sensible à ce que j'imaginais. On a une responsabilité quand on engage la conversation avec les gens pour leur faire changer d'opinion. C'est très important, j'insiste là-dessus, parce que l'entretien épistémique peut être utilisé de très très mauvaise façon. Vous pouvez vraiment perturber les gens avec ça. Je vais revenir dessus après. J'en ai beaucoup parlé avec Anthony Magnabosco qui lui insiste énormément sur cet aspect des choses parce qu'il a des retours d'expérience assez tristes parfois. Donc on revient là. Quand je choisis d'agir parmi les 7 actions, si je ne trouve pas les mots, c'est ma responsabilité. La faute est partagée car j'ai pas la méthode pour les trouver. Oui, donc évidemment, c'est aussi la faute de tonton Hubert. Il faut pas trop se stigmatiser tout seul. Maintenant, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. L'entretien épistémique, c'est un truc qui a pour origine, vous le savez peut-être, le dialogue socratique. C'est-à-dire que ça fait 2400 ans qu'on sait que ça marche, mais qu'on l'a toujours pas formalisé, absorbé, enseigné, partagé, etc. Ça reste un truc relativement obscur que pas grand monde ne connaît. Le dialogue socratique, c'est l'ensemble d'une trentaine de textes qui ont été écrits par Platon, sous forme de dialogue entre Socrate et un interlocuteur. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que Socrate se présente comme un homme simple qui confesse qu'il a peu de connaissances. C'est-à-dire tout l'inverse de ce qu'on a envie de faire. C'est l'inverse du débat où on est expert contre expert, en fait. Et où on regarde qui est le plus fort. Avec cette approche ironique, en fait, il coopère avec son interlocuteur pour éliminer les hypothèses, dans la mesure où on trouve de meilleures hypothèses, en identifiant et éliminant progressivement celles qui conduisent à des contradictions. C'est la méthode scientifique appliquée au dialogue, en fait. La méthode socratique recherche les fondations qui façonnent les croyances, et non pas les croyances, et les examine afin de déterminer si les mêmes fondations rendraient d'autres croyances tout aussi solides. C'est ça qui est important, c'est ce qui soutient la croyance, c'est pas la croyance en elle-même. Je vous donnerai des petits exemples après. Et donc ça, c'est le tronc commun entre l'entretien épistémique et la méthode socratique. Socrate décidait à l'avance si l'affirmation à discuter était vraie ou fausse. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas dans l'entretien épistémique parce que, second effet qui se coule de l'entretien épistémique, si vous le pratiquez bien et que c'est vous qui vous trompez, vous allez très très vite vous en rendre compte. Si c'est la personne qui a une bonne méthode, vous allez très très vite vous en rendre compte. Si elle a de mauvais arguments pour un bon message, vous allez aussi très vite vous en rendre compte. Et je vois pas comment on peut se rendre compte de trucs pareils dans un débat où on oppose des idées, on oppose. Je vous donnerai aussi un exemple après. Par contre, Socrate demandait aussi d'entrée de jeu à son interlocuteur de produire une série d'affirmations connexes pour voir si elles se contredisaient entre elles. Donc par exemple pour tonton Hubert qui affirme que l'homéopathie est prouvée scientifiquement, on pourrait commencer par voir si pour lui, tout ce qui est prouvé scientifiquement est vrai. Tout simplement. Ce serait déjà très intéressant d'entrer en fait dans cette discussion-là, plutôt que de parler de l'homéopathie. Alors, dans la majeure partie des cas, la discussion avec tonton Hubert, elle va se résumer à « l'homéopathie est prouvée scientifiquement ». « Ah oui, qui l'a dit? Jean-Michel Jarre sur France 2 ?» Tonton Hubert va dire « parce que t'es médecin, peut-être ?» Et là, c'est fini, vous ragez, il rage, c'est game over pour tout le monde. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand on suit son envie en général. Mais l'entretien épistémique peut pas se passer comme ça. L'entretien épistémique, sa règle d'or, son obligation principale, c'est de commencer par être en empathie avec son interlocuteur. Si vous n'êtes pas en empathie avec votre interlocuteur, c'est mort. C'est même pas la peine de commencer, c'est même pas la peine de sortir une phrase. Donc connaissez votre interlocuteur, trouvez des points communs,
comment il va, qu'est-ce qu'il fait là, quel film il a vu récemment, où il a été en vacances. Trouver des points communs, pas pour le mettre en confiance, hein, c'est pas juste ça, c'est pour que vous réussissiez à l'aimer un peu plus. Parce que quand vous êtes contredit, vous aussi vous êtes dans un sentiment de rage, donc il faut réussir à taire ce truc. C'est un peu le principe de charité. Aucune idée, mais peut-être. Okay, je ne sais pas ce qu'est le principe de charité. L'entretien épistémique ne sert à rien si on a la flamme de faire taire l'autre. Ça, c'est vraiment un truc, vous le ressentez, hein, ça boue là, ça prend un peu les joues, je crois qu'on voit tous un peu ce que c'est. Si vous avez cette sensation-là, commencez par essayer d'être en empathie avec votre interlocuteur, sinon vous n'y arriverez pas. L'entretien épistémique, c'est une façon de discuter avec une personne de ses convictions qui vous semblent fausses. C'est une méthode qui a été pensée pour ne pas causer d'agressivité, pour ne pas causer de dissonance cognitive négative, parce qu'il y a c'est comme les inconnus disaient, il y a la bonne dissonance cognitive et il y a la mauvaise dissonance cognitive. Donc la dissonance cognitive, c'est une espèce de tension de l'esprit qu'on a quand on se rend compte que deux choses qu'on pense sont paradoxales entre elles, en fait. J'ai pas d'exemple qui me vient là tout de suite, mais c'est ce à quoi on veut amener tonton Hubert, mais on veut qu'il se rende compte tout seul. On veut que lui-même dise où se trouve sa dissonance cognitive. Et c'est ça la magie de l'entretien épistémique, c'est que si c'est lui qui le dit, il ne sera pas en colère, il sera même content, il va même vous remercier, il va même en redemander. Vous allez voir, c'est incroyable, j'ai des exemples ici. Ah mais il y a de quoi être sceptique. Ah non mais ça paraît la solution idéale, fabuleuse, etc. C'est magique. Et on va aller encore plus loin dans l'étonnement. C'est un truc qui marche très bien dans une conversation seul à seul, ça il faut le savoir. Ça marche un peu moins bien quand il y a deux interlocuteurs, encore moins quand il y en a 3, 4, etc. Parce que il y a des enjeux, on n'a pas trop envie de se livrer, c'est quand même une mise à nu, donc si vous êtes seul à seul, c'est mieux. En public, c'est très difficile. Je ne peux pas pratiquer un entretien épistémique avec l'un d'entre vous ici, à moins que ce soit un grand sage, self-control, machin truc. C'est encore plus difficile face à une foule, donc les réseaux sociaux, moi je m'évertue à essayer de trouver une façon d'amener l'entretien épistémique le plus loin possible sur les réseaux sociaux, mais c'est très 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 difficile parce que voilà, tout le monde regarde, et l'interlocuteur, lui, il croit qu'il est dans un débat aussi, donc il est dans cette démarche dogmatique d'essayer de préserver le fait qu'il a raison. Il faut être conscient de ça. Donc l'idéal, c'est vraiment seul à seul. Ça marche mieux sur les jeunes. Ça marche moins sur ceux qui vous connaissent. Nul n'est prophète en son pays. Ça, c'est un truc assez connu, parce que moi, les entretiens épistémiques que j'ai menés avec des amis à moi, ils me sortaient des phrases du genre mais je vois très bien où tu veux en venir, hein, mais et ça, c'est mort, parce que vous n'êtes pas censé vouloir en venir quelque part. Vous êtes censé vouloir explorer simplement comment la personne a construit sa croyance. Anthony Magnabosco, qui est pour moi donc le pionnier de ce genre de dialogue. Anthony Magnabosco, il a une chaîne YouTube absolument extraordinaire. Il a conduit des centaines d'entretiens. C'est devenu un professionnel de la chose. Si on regarde ses premiers entretiens, il faisait comme tout le monde, il s'engueulait avec son interlocuteur au bout de quelques minutes. Et progressivement, il a trouvé dans le discours socratique, justement, des clés pour résoudre les problèmes des conversations qu'il avait avec les croyants. Il est aux États-Unis, donc c'est très axé sur la religion chrétienne, musulman, etc. Mais c'est toujours très axé sur la religion. Parce que là-bas, ils ont des gros problèmes avec... mais voilà, il y a des groupes qui veulent qui veulent supprimer l'évolution des cours, qui veulent réintroduire la création, etc. Donc aux États-Unis, c'est d'autres problèmes qu'ici. Nous, ici, on est plus avec les pseudo-médecines. On a plus de soucis avec ce genre de choses, mais ça marche exactement de la même façon. Ça, c'est un avantage. Anthony Magnabosco définit l'entretien épistémique. Ah ouais, juste un truc. La technique d'Anthony Magnabosco, c'est qu'il arrive, il se met dans un campus ou dans un parc. Il a un petit tableau où il écrit au Steve dessus, et il a un chronomètre réglé sur 5 minutes. Et il propose aux gens des conversations de 5 minutes. En 5 minutes, il change la vie des gens. C'est extraordinaire ce que ce gars fait. Souvent, les conversations se prolongent évidemment au-delà des 5 minutes, mais celle que je vais vous montrer, parce que je vous ai choisi un bon exemple, elle fait 6 minutes,
et vous allez voir, c'est incroyable ce qui se passe. Donc pour lui, l'entretien épistémique, il appelle aux États-Unis, on appelle ça la street epistemology, parce que ça se pratique en rue et on accoste les gens, et donc c'est toute une autre façon de faire. Pour lui, c'est le dialogue socratique qui tente d'identifier la fiabilité des méthodes utilisées pour former des croyances profondes de manière respectueuse. Chaque mot de cette phrase compte. Et surtout de manière respectueuse. Vraiment, j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est vital. J'ai eu des entretiens épistémiques où le ton montait, c'est un désastre. C'est un désastre. Vous passez pour un manipulateur, vous entraînez tout ce que vous représentez avec, c'est une catastrophe. Il ne faut surtout pas faire ça. Et en plus, la personne qui au début aura réfléchi volontairement, au début ça aura été cordial et courtois, et c'est vous qui aurez amené le débat à quelque chose de désagréable. Vous en repartez avec une très sale sensation, croyez-moi, vous n'en êtes pas fiers. Donc il s'agit d'aider les gens à examiner les processus utilisés pour acquérir des connaissances, et non d'examiner les connaissances en elles-mêmes. C'est complètement paradoxal, mais c'est là tout le secret. Autrement dit, voilà le mode d'emploi le plus incroyable qu'on puisse imaginer pour imaginer qu'on puisse permettre à quelqu'un de se rendre compte qu'il a tort. Pas de contre-argumentation, vous oubliez. Vous ne sortez pas de contre-argument, vous ne le contredisez jamais. Pas d'affirmation. C'est une plaie, hein, c'est horrible, parce que ça brûle, hein, c'est là. Hein, quand, oui, mais la science ne prouve pas tout, vous avez très envie de dire, oui, mais la science n'a pas pour vocation de tout prouver. Vous avez envie de sortir vos petites rhétoriques. Non, il faut vraiment se les garder. Et pour ça, il faut oublier ce qu'on sait. Il ne faut pas oublier ce qu'on cherche, il ne faut pas oublier comment on le cherche, mais il faut vraiment oublier vos convictions, vos certitudes, vos croyances, tout ça, vous rangez au placard. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour parler de la personne. Oubliez l'enjeu. Quand vous allez rechercher votre gamine à la crèche et que vous tombez sur deux parents extrêmement sympathiques qui vous disent qu'ils n'ont pas fait vacciner leur gosse, l'enjeu, il est difficile à oublier. Et pourtant, la meilleure solution, c'est de ne pas rentrer dans l'enjeu parce que vous risquez de renforcer leurs convictions. Donc on sait bien qu'une dissonance cognitive négative va en fait renforcer la conviction de la personne. C'est ce que l'instituteur se plaignait de ses élèves, c'est que plus il apportait d'éléments contre sa croyance, plus l'élève renforçait sa croyance. Si vous avez conscience que c'est ce que vous êtes en train de faire et que c'est ce que vous avez choisi, ça change quand même le rapport à ce que vous êtes en train de faire. Restez dans le questionnement, ça c'est une espèce d'astuce. Contentez-vous de poser des questions. Bon, alors, c'est pas une raison pour transformer votre rhétorique en question. Il ne faut pas non plus commencer à... Mais qu'est-ce que tu penserais si tu finirais par penser comme moi? Point d'interrogation. J'ai mis le point d'interrogation, hein. Non, faut être un petit peu bon joueur, il faut être un petit peu honnête. Il faut sincèrement vouloir apprendre de l'autre. Il faut être curieux. C'est très difficile, mais il faut vraiment remettre les compteurs à zéro. Moi, je l'ai fait avec des types où j'avais des a priori super costauds. Je ne sais pas si vous connaissez ma série Versus, où je dialogue avec des gars. L'a priori que j'avais sur eux, pour l'effacer, ça n'a pas été facile, quoi. Sans vouloir dire par là que Versus est un exemple d'entretien épistémique. Hein, très loin. On pourra en reparler d'ailleurs si vous voulez. Mais être vraiment dans une volonté d'apprendre de l'autre. Aimer l'autre, en fait. C'est con, hein, ça fait bisounours, c'est tout, hein, mais si vous atteignez ce moment où vous vous dites avec lui je pourrais aller boire une bière, c'est gagné. C'est ça qu'il faut réussir à atteindre. Ah bon, alors une bière ou autre chose, hein, je veux pas non plus... l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Non mais il y a les robots qui analysent tout ce qu'on dit maintenant, donc il faut faire gaffe. Donc aimer l'autre, essayez de trouver en vous-même les choses qui vous feront comprendre par vous-même que ça y est, vous en êtes au stade, vous aimez l'autre. Moi, c'est ce truc de tiens, franchement, j'irais bien boire un verre avec lui. Et je sais que ça se passerait bien. Et donc voilà, restez uniquement dans le pourquoi, le comment et le si. Le si, on va voir, c'est tout le sel de l'affaire. Le pourquoi, c'est pourquoi tu crois ça, pourquoi tu as cette croyance, comment tu en es venu à avoir cette croyance. Ça, c'est vraiment les questions principales sur lesquelles on va rester. Oui, voilà. Donc, on en est au moment où je me suis mis un petit pense-bête pour... Je vais vous montrer un entretien épistémique mené par Anthony Magnabosco. J'en ai mené moi-même, je voulais vous en montrer un des miens. Mais pas de bol, il durait 40 minutes environ, donc, parce que voilà, on s'amuse, on s'emballe et on voit pas le temps passer. Et donc
voilà, je compte en sortir plus tard. Je pense que je ferai une série consacrée aux entretiens épistémiques que je mène. Donc ici, je vais vous présenter la personne qui a été interviewée, qui s'appelle James. C'est quelqu'un, il a un prénom, c'est James. Et j'ai ajouté les icônes qui correspondent à la stratégie que je vous ai filée en feuille ici. Donc pendant la conversation, vous allez voir défiler les petites icônes. C'est pas trop la peine de vous les mettre dans le crâne maintenant. On va les passer en revue après. Malheureusement, qu'on les passe en revue avant ou après, ça n'aidait pas spécialement à la compréhension du truc. Donc je me suis dit, on va d'abord regarder la vidéo, ensuite on passera les icônes en revue. Un bon conseil, et ça c'est vraiment le truc le plus important. Moi ça me le fait encore à chaque fois que je regarde une interview d'Anthony. Soyez attentif à ce que vous auriez dit. Soyez attentif à comment vous auriez réagi et mesurez l'écart qu'il y a entre là où vous êtes et là où vous pourriez être. Voilà, c'est pas parce que c'est bien ou mal, juste si vous avez vraiment envie d'aider les autres à mieux comprendre ce qu'ils pensent, enfin à mieux comprendre comment ils en sont venus à penser que ce qu'ils pensent qui est vrai, on va y arriver, c'est un exercice d'humilité qui est important. Moi, chaque fois que je regarde une vidéo d'Anthony, je me sens à des kilomètres de réussir à faire comme lui, et j'ai très envie d'y arriver un jour. Donc, c'est parti pour 6 minutes avec James. What's up, man? You got 5 minutes for a quick interview? Sure. You do? All right, awesome. What's your first name? James? James? I'm Anthony. You mind if I record you? Oh, that's cool, man. Cool. All right. Are you go to school here? Yes, sir. Cool. Are you heading to a class? No, I gotta go get a Scantron. I gotta do a Scantron? makeup test. They still use those things? Okay. Well, I mean, my test ain't until 1:30. I got plenty of time. Oh, you do? Yeah. All right. What are you studying here? Sociology. That's Okay. my major, sociology. Yeah. Right now I got all kind of classes. Really? Criminology. I just came out of world geography. Oh, yeah? So Cool. Well, what I'm doing, James, is I'm interviewing people to see how they arrived at their God belief, if they believe in a God. And if they do, I'd like to understand why and how do they get to that point. yeah. Is there a particular God that you've chosen to worship? I don't know what you call Jehovah. How do Jehovah? you call him? I don't know. You're a Christian, I take it? Yeah. Okay. How committed are you to the belief being true? Like, if I were to have a scale where 100% is I'm 100% committed and convinced that the belief is true, and 0% is I have no commitment, I'm not convinced at all that the belief is true, where would you be? I'm gonna say 100. I'm gonna say 100 because it's just, I don't know, my grandmother's real religious. Okay. You know, and I kind of grew up with my grandma, so. You grew up with your grandma? Just like the other day, somebody I put on Facebook, you know what I'm saying? He was like, no lie, man. He was like, how can Noah's Ark be real? What did the I'm gonna stand here to get that stupid train behind me. what did the animals eat? You know Yeah. what I'm saying? Then he was like, oh, I guess they had self-refilling. You know, just talking down. That don't really affect me. You know, I was raised with it, so I'm just gonna stick with it. You were raised with it. You know, my grandfather was raised in a time, you know, like with Alan Turing, and he was making the first computer, and back in the 40s, you know, during the war. And he was raised to think that smoking was actually good for him. They had commercials that would promote the benefits of it. I remember Yeah. that. I remember that. I not remember like I lived through it, but I've seen it. Yeah. Sure. Yeah, you see the old commercials. And stuff. Like he was taught that smoking was good for him. Does him being raised with a particular belief in mind make the belief true? Yeah, in a way, it makes. Yeah, I mean, basically, Okay. it all depends. It depends, you know, because some people, you know, like they'll grow up and they'll change religions or change mentality. But if you raised in it, it's more. I don't know. I can't think of the word. More, I guess, more real to you, more logical to you. Okay. So him being raised to believe that smoking was good for him makes it true that smoking was good for him? No, that makes him believe. Oh. That makes him believe. That's a distinction. Okay. That makes him believe that it is. It's not just because he was raised with it doesn't make smoking better, but it makes him think like, why not? I can do it. Yeah. I mean, it makes him think that it really is good for you at all. But
How is this situation with my grandfather perhaps any different, James, than the situation with you being raised with your grandmother and being taught that this belief is true? How do you know that it's true? How could you be at 100% on the confidence, on your commitment to it? No, man. I don't know. You know, and I know there's lots of religions. I done had people try to change me to different religions and stuff. There you got it. I don't know. I'm just, I guess, kind of stuck in my ways. You know, I guess you can say that. Like, I believe what I believe. You know, and I don't know. I don't know. Okay. I just really don't believe. I mean, I can't say I don't believe in other religions because that's rude. You know what I'm saying? I respect everybody, and everybody has their own opinion. I just don't believe in none of, you know, You don't believe those religions, you believe yours, and it's a large result of because you were raised that way. But you would acknowledge that just being raised in a particular way doesn't make the belief true. That's true. That's true. Okay, yeah, and correct me if I'm wrong. I don't want to misrepresent your position. No, that's right. If you acknowledge that that's the case and you don't know if the belief is true, is it an honest position to hold yourself at the 100% mark? Shouldn't you be moving down a tick or two? That's true. I mean, it makes sense. It definitely makes sense. It definitely makes sense. I don't know, man. I got friends that's atheists and stuff. You know, I just don't get on with it. I mean, that's true. I never thought about it like that, but that's true. James, I'd like to give you a card that I have. It has my email address, and my name is Anthony. And if you want to schedule a time to meet, or you just want to hit me up on email, and if you maybe thought of a different answer, or you want to talk about it some more, hit me. All right? I'll email you, man. Please do. I'm gonna email you probably when I get home. Oh yeah? Probably when I get home. I got a laptop. Will you give our talk some thought? Yeah. Did you enjoy the talk? Yeah, I really did. I really did make me think, you know? It made me think. It made me do a lot more thinking than I thought I was going to do. I can't ask for anything more, man. Thank you very much, dude. All right? No problem. This is you right here? That's me. I'm Anthony. Anthony. I promise you. I really appreciate it, James. Have a good one, man. On peut l'applaudir quand même. C'est un tout petit entretien ici. Vous avez juste un aperçu de ce qu'on réussit à faire, mais il y a moyen d'explorer la conviction des gens, que ce soit agréable, qu'on y prenne du plaisir et que la personne réfléchisse à des choses où elle s'est jamais attendue à réfléchir à ça de sa vie. Vous avez vu, lui, il faisait que passer par là, et en 6 minutes, toutes les choses auxquelles il a réfléchi, qui sont en lui depuis le départ, c'est assez incroyable, quoi. Donc avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, comme on dit. Donc sur la chaîne d'Anthony, je précise quand même que vous retrouverez des playlists traduites en français au niveau des sous-titres. Vous retrouverez aussi des tutoriels qui sont très bons, où il analyse des cas précis. Il y a des centaines de conversations, il y a même des conférences. Franchement, allez-y, c'est de la balle. Moi, je pense que c'est un très très bon endroit par où commencer. Si jamais vous avez envie de conduire des entretiens épistémiques, inspirez-vous de celui qui, à mon sens, en fait le mieux. Maintenant, un petit peu passer en revue ce qui s'est passé. Donc, comme vous avez vu, alors j'ai mis horizontalement l'affirmation avec Donc l'affirmation, c'est la petite bulle avec le point d'exclamation. C'est comme ça que je symbolise l'affirmation. Je l'ai mis horizontalement avec la sympathie, parce que comme Anthony accoste des gens dans la rue, il commence par la sympathie et il va chercher une affirmation. Dans le cas de Tonton Hubert, il commence par l'affirmation. Donc il va falloir chercher la sympathie. Une fois qu'on a bien l'affirmation, une fois que Tonton Hubert a lâché son truc, l'idée, c'est de demander à Tonton Hubert de le reformuler du mieux possible. C'est vraiment, on va lui demander, lui faire reformuler du mieux possible, et soi-même, donc là je passe à l'autre bulle, soi-même le répéter d'une autre façon, comment on l'a compris, et lui demander de confirmer qu'on a bien compris, qu'il est d'accord avec la façon dont on a compris ce qu'il dit.
c'est très très important parce que, en fait, ce que moi je me suis rendu compte en menant mes entretiens, c'est que quasi systématiquement, je ne comprenais pas vraiment la phrase que la personne me disait, je ne comprenais pas vraiment pourquoi la personne pensait ça, etc., etc. Donc ce processus de répéter, c'est vraiment une des mécaniques essentielles de l'entretien épistémique. Si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça et ça et ça et ça, avec vos mots à vous. Et lui, il va vous dire non, pas de près comme ça, etc. Et vous allez progresser. Une fois que vous êtes d'accord sur l'affirmation, vous lui demandez de s'auto-évaluer. L'auto-évaluation, c'est un moment, c'est un moment primordial parce qu'il va figer, pour le restant de la conversation, il va figer l'état de départ. On ne va pas pouvoir tomber dans l'illusion de oui, mais c'est ce que je pensais de toute façon. On ne va pas pouvoir faire ad hoc. On va pas pouvoir faire comme si on n'avait pas changé d'avis au départ. Donc Anthony, il utilise la technique du pourcentage, mais vous pouvez à vous d'être créatif aussi. Hein. Moi, j'aime bien ce qu'il dit parce que son pourcentage, quand il le demande, il dit si on considère que 0 veut dire je n'ai que des doutes, aucune certitude, et que 100 veut dire je n'ai que des certitudes, aucun doute, c'est déjà un peu plus précis que de demander, de dire dis-moi à combien de pourcents tu crois en ce que tu dis. Donc n'hésitez pas à bien développer votre propre système d'évaluation. Ensuite, et ça c'est vraiment toute la mécanique du truc, c'est qu'on va plus s'intéresser à l'affirmation, on va s'intéresser à ce qui la soutient. Et non seulement on va s'intéresser à ce qui la soutient, mais on va aider notre interlocuteur à trouver ce qui soutient le mieux. C'est quoi son meilleur pilier? Ça c'est la technique de l'homme d'acier qu'on appelle en esprit critique, le Stillman, je sais plus quoi, ça vient d'un nom, c'est une technique américaine. Et une fois que vous avez trouvé, bon évidemment là vous répétez à nouveau le truc pour voir si vous avez bien compris, et c'est à partir de là que la créativité et l'expérience de l'entretien épistémique entrent en jeu. Vous avez plusieurs techniques pour mettre à l'épreuve ce pilier. Moi j'en ai retenu 3 principales qui sont selon moi les plus universelles, qui correspondent à le plus de sujets différents. La première technique, c'est l'argument de réfutabilité. Ça s'y prête pas toujours, donc c'est l'argument popperien. Est-ce que tu sais toi-même qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Est-ce que tu... Donc, par exemple, avec notre ami Tonton Hubert, on peut lui demander est-ce que tu sais toi-même qu'est-ce qui pourrait te faire perdre confiance en la science, en un résultat scientifique? La deuxième technique que je trouve très intéressante aussi, c'est l'évaluation par la soustraction. Parce que bien souvent, en fait, par exemple, quand Tonton Hubert il nous dit que l'homéopathie a été prouvée par la science, se prouver par la science, en fait, c'est pas tellement ce qui soutient le plus sa croyance. Donc la bonne question, si vous lui posez une question du type ok, d'accord, mais imaginons que finalement... Expérience de pensée, Tonton Hubert. Imaginons que demain dans le journal, il y a un article « Ah, on s'est trompé ». Est-ce que tu vas moins croire en l'homéopathie? Et là, Tonton Hubert, il va généralement, il va vous dire « Ah ben non, pas du tout ». Et donc en fait, vous auriez pu commencer à discuter pendant des heures de la science qui a prouvé l'homéopathie. Ça servait strictement à rien, parce que c'est pas ça qui faisait que Tonton Hubert croyait en l'homéopathie. Donc cette technique de l'évaluation par la soustraction, quand vous identifiez un pilier, elle est vraiment très efficace. Je la recommande. Et puis vous avez la comparaison au clone négatif. Ça, c'est ce qu'on a vu ici. Anthony a cherché quelque chose qui ressemblait, qui avait la même structure. Donc il a cette histoire de son grand-père qui a été élevé avec l'idée que fumer était bon, pour illustrer pour montrer qu'avec un pilier similaire, on peut arriver à de fausses conclusions. Et quand vous comparez les piliers ensuite avec la personne et que vous lui demandez à elle-même d'évaluer ça, c'est pas à vous de dire t'as vu si c'est pas bon dans ce cas-là, alors c'est pas bon dans le tien. Hein. Non, vous devez poser la question. Explique-moi pourquoi ton pilier est bon, s'il peut conduire à de mauvaises conclusions. Ça marche vraiment très très bien. L'objectif d'un entretien épistémique, la grande victoire, c'est les moments de silence. C'est tout ce qu'on souhaite en fait. C'est le moment où la personne va vraiment réfléchir à ce qu'elle croit. C'est la grande victoire. Vous pouvez pas mettre un truc dans la tête de quelqu'un, c'est pas possible. Mais vous pouvez l'inviter à réfléchir à ce qu'il a dans le crâne. Et les moments de silence, les moments où il dit je ne sais pas, c'est le moment où il va garder en lui le fait que finalement
je suis un peu trop sûr de moi. Et alors bien sûr, parce que c'est un cycle, hein, il va vous ressortir d'autres piliers en général, et puis il va falloir refaire le cycle. Mais avant de repartir sur un nouveau pilier, lui demander de réévaluer sa confiance en l'affirmation de base. Est-ce qu'il est toujours à 100% ou est-ce qu'il a un peu bougé? Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes de ce qui constitue généralement un entretien épistémique. C'est une espèce de petit pense-bête. Moi, j'utilise ça. Et ça me permet parce que souvent, je suis désarçonné parce que des arguments, je m'y attendais vraiment pas. Et ça me permet de me rappeler que j'ai ce choix-là. Mais il y a des centaines de stratégies. Il y en a vraiment tout plein. Il y a des phrases clés, il y a plein de choses qui invitent la personne à réfléchir. Et pour ça, il n'y a pas d'autre solution que d'expérimenter la chose. Vous pouvez même le faire entre amis pour du semblant. Hein. Ça marche très très bien en jeu de rôle, par exemple. S'il y en a un qui joue le gars de mauvaise foi, c'est assez surprenant. Je vous recommande de commencer par vous entraîner comme ça si vous n'êtes pas très sûr de vous. En revanche, vous verrez, parce que ça c'est les remarques qui me reviennent souvent quand je branche quelqu'un sur l'entretien épistémique, c'est « Oh la vache, pour la première fois j'ai pu avoir une discussion avec mon père qui croit que la CIA, les OVNI, l'ISS n'existent pas, blablabla ». Ça change radicalement le rapport d'une conversation. Vous pouvez avoir des conversations chouettes avec quelqu'un qui croit quelque chose qui vous énerve. Et ça, c'est vraiment bien. Je vais vite passer en revue les petites précautions. L'entretien épistémique, c'est donc pas de l'argumentation, c'est pas un débat, c'est pas un prêche de la rationalité. C'est con à dire, mais c'est vrai. C'est pas du prosélytisme. C'est pas une discussion forcée, c'est pas une contrainte. C'est pas de la manipulation au sens péjoratif du terme. C'est pas du divertissement non plus, même si on le met en vidéo, même si c'est très intéressant à regarder. Ça peut donner la sensation qu'on a le pouvoir de faire réfléchir les gens. Il m'est arrivé à regret de me lancer dans des entretiens épistémiques dans des soirées. Je crois que j'ai un témoin là d'ailleurs. C'est un fiasco. On se sent en représentation. C'est une catastrophe. Faut surtout pas faire ça. C'est pas un conflit divertissant. C'est pas limité, les sujets sont très vastes. Vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler du karma, vous pouvez parler des conspirations, vous pouvez parler des OGM, vous pouvez parler de politique, même si perso, moi j'ai jamais tenté et j'ai pas très envie de tenter. Il y en a qui le font et qui arrivent très bien apparemment, bon je leur fais confiance. Vous pouvez parler de changement climatique, d'avortement, de véganisme. Aux États-Unis, dans les trucs de Magna Bosco, il y a des entretiens épistémiques sur le fait de porter ou non une arme. Ça peut aller dans des trucs comme ça. Les anti-vaccins, évidemment, mais aussi l'athéisme. Ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, faites un entretien épistémique avec lui, vous allez voir, c'est surprenant. Quelqu'un qui croit que la Terre est ronde, pareil, hein, je l'ai fait tout à l'heure avec vous. En fait, vous ne savez pas pourquoi elle est ronde. Vous avez de mauvaises raisons de croire que la Terre est ronde, des raisons faibles. Vous avez un pilier faible sur l'idée que la Terre est ronde. Peu importe le sujet, puisque c'est pas le sujet, le but en fait. C'est pas une conversation qui a vraiment une fin non plus. C'est une boucle de réflexion. Moi j'ai coutume de dire, même si c'est pas tout à fait vrai non plus, j'ai coutume de dire qu'on abandonne un entretien épistémique, on ne le termine pas. C'est pas apprendre des choses aux gens, c'est apprendre, c'est vous qui apprenez des gens comment ils savent ce qu'ils veulent vous apprendre. C'est super méta, mais c'est vraiment important de se le mettre en tête. C'est pas non plus une méthode de déconversion. Je sais qu'on en a très envie, je sais que c'est le petit but qui reste derrière la tête, mais ce petit but, c'est l'ennemi. C'est pas une méthode de déconversion. Si la personne dit « Ok, bah écoute, je constate que j'ai pas de bonne raison d'y croire, mais j'y crois quand même parce que ça me plaît. » Mais c'est vachement bien en fait. C'est vachement bien, vous avez fait avancer la personne dans sa réflexion, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Si elle trouve de meilleures raisons de préserver sa croyance, c'est aussi une très belle avancée. Ça, il faut y penser. Si tonton Hubert passe de « l'homéopathie a été prouvée scientifiquement », je l'ai entendu sur France 2. À « l'homéopathie a été prouvée scientifiquement », je l'ai lu dans une étude. La vache, tonton Hubert, il a fait du chemin, quoi. Tu vois, faut un petit peu savoir voir le bien là où il se trouve. C'est un sacré progrès. C'est un outil pour faire du bien, c'est pas un outil pour dégoûter. Et c'est un outil pour se faire du bien. Par contre, l'entretien épistémique peut être long, ennuyeux, difficile, frustrant, mais c'est pratiquement toujours assez efficace.
C'est un partenariat, c'est pas un bras de fer. C'est un peu, Anthony il dit que c'est une course d'obstacles en coopération. C'est-à-dire qu'on avance à la vitesse de la personne la plus lente. On se place même un petit peu derrière. Et on cherche avec elle à éviter les obstacles. On la prévient. Attends, mais tu vois, là, il y a un obstacle. Il faut s'oublier dans cet exercice. Il faut avancer à la vitesse de l'autre. La seule chose qu'on doit retenir de soi-même, c'est comme je le disais, c'est de chercher les raisons de croire qu'une chose est vraie. Chercher avec l'autre quelles raisons il a de croire qu'une chose est vraie et examiner ces raisons. C'est bon aussi pour les religions, mais c'est bon aussi pour les valeurs morales, c'est bon aussi pour des sujets beaucoup plus graves comme le racisme, les extrémismes, le sexisme. J'ai la faiblesse de croire que ça pourrait avoir de très très bons résultats sur les personnes radicalisées. Je n'ai pas connaissance d'essais qui ont été faits dans ce sens-là. Je sais que Gérald Bronner a tenté des trucs, mais apparemment il n'y a pas eu de publication. Et je ne sais même pas si lui-même est rentré dans ce genre de démarche. Il était dans une démarche épistémique, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Et je pense que ça donnerait de très bons résultats, personnellement. C'est moins efficace pour les questions d'opinion. Si vous entrez dans un entretien épistémique pour savoir si oui ou non le Brexit, ça va pas être facile, quoi. Je vous le dis, vous êtes parti pour la nuit, vous avez intérêt à préparer une bonne bouteille de rouge. Ça peut être sympa, hein, ça peut être très sympa, mais c'est pas super efficace. Ça fonctionne principalement pour tout ce qui est une affirmation que quelque chose est vrai et existe. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du truc. Il y a aussi un truc dont il faut se prévaloir, c'est les croyances que les personnes savent confortables mais auxquelles elles ne croient pas vraiment. Si vous avez votre grand-mère qui dit qu'elle a un petit oiseau qui vient toquer à sa fenêtre tous les jours à la même heure et qu'elle pense que c'est votre grand-père qui lui donne un signe de l'au-delà, elle n'y croit pas vraiment. Elle sait que c'est un peu foufou, mais elle aime bien croire ça. Elle est dans une croyance confortable. Bon, ça sert à rien d'aller attaquer ce truc-là. Hein. C'est un peu dégueulasse d'une part. Et puis en plus, l'entretien épistémique s'y prête très mal, vous constaterez sur ce genre de croyances. Donc, quand vous demandez, si vous voulez provoquer un sujet, demandez bien à la personne quelque chose qu'elle pense vrai, mais qui a une influence importante dans sa vie, quelque chose qui prend de la place, quoi. On veut que la personne réfléchisse à pourquoi elle a une croyance, on veut pas qu'elle dise qu'elle a tort. Hein, le grand fantasme du débat, c'est l'issue avec l'adversaire qui fait « Oh, je reconnais mon erreur, je reconnais ma défaite, tes arguments étaient tellement puissants, je vais tout de suite changer d'avis et je vais me mettre à penser comme toi. » et ça n'existe pas, ça n'existe pas. Même antisceptique, c'est relativement rare. Il faut toujours déployer des trésors de diplomatie. Donc l'état d'esprit d'un bon entretien, c'est créer un bon rapport, ne pas hésiter à l'avance à prévenir qu'il se peut que la croyance de la personne change un petit peu à l'issue. Ça, c'est important. Il faut dire à la personne, attention, parce qu'à l'issue de cet entretien, parfois, la croyance qu'on examine, la personne y croit un peu moins. Il y a des croyances qui sont importantes pour des gens, qui sont des piliers dans leur vie. C'est à eux de choisir aussi un petit peu dans quoi ils veulent s'aventurer. C'est un peu dégueulasse d'aller titiller des trucs. Vous n'êtes pas toujours au courant de la vie des gens. C'est un truc d'ailleurs qui est assez fou avec les entretiens d'Anthony. C'est que chaque fois que je vois la personne quand elle arrive et qu'elle balance sa croyance, je m'en fais une idée. Et puis elle commence à raconter sa vie, son parcours, son machin. On rentre dans une toute autre personne et j'en ressors avec une autre personne. Systématiquement, je me rends compte que j'ai toujours eu une fausse idée à qui il parlait au départ. Quand vous formulez vos questions aussi, vous allez entendre des phrases qui sont des phrases clés, qui sont des phrases qui marchent souvent. Faites attention à votre ton. Moi, ça, c'est un problème que j'ai personnellement. Parce qu'il y a quand même une différence entre dire à tonton Hubert « Donc, si je te suis bien, Hubert, tout ce qui est scientifiquement prouvé est vrai. » Et donc, tonton Hubert, tout ce qui est scientifiquement prouvé est vrai. C'est pas la même chose. Vous n'allez pas avoir le même résultat. Le ton est important aussi. C'est un truc qu'il faut rappeler. Les moments de silence, qui sont les moments les plus importants de la conversation, comme je l'ai dit, c'est l'objectif. Si on écoute son envie, c'est le moment où on a envie justement d'enfoncer le clou. N'essayez pas d'enfoncer le clou. Laissez bien la personne respirer dans son silence. Moi, j'ai coutume de dire que la vraie remise en question s'effectue toujours, généralement, dans l'intimité de la solitude. Et ces moments de silence, ils vont être marqués dans la mémoire de la personne, et c'est à ça qu'elle va repenser le soir dans son lit, quand elle va repasser sa journée, et c'est à ce moment-là qu'il va peut-être se passer une remise en question. Mais vous la contrôlez pas, cette remise en question. Donc les moments de silence, respectez-les bien.
Terminer en bon terme aussi, ça c'est vachement important. Vous avez vu, il a laissé sa carte. Si tu veux poursuivre la conversation, si tu as d'autres arguments qui te viennent, on peut refaire un chat, etc. Il y a des conversations qui se passent en 3 à 4 vidéos sur des semaines d'intervalle, parce que la personne, elle va, elle revient, elle retrouve de nouveaux arguments, elle en discute aussi avec sa communauté. Les gens sont dans une communauté souvent, par rapport à leurs croyances, faut pas oublier ça, la communauté ça compte. Tout ce qu'on fait en fait, c'est cette superbe expression que je trouve vraiment bien, c'est placer un caillou dans les chaussures des certitudes de la personne. Voilà, vous lui laissez un petit caillou qui va gêner et qui va l'obliger à réfléchir. Mais c'est elle qui fait le boulot. Aussi un autre truc très important, vous dirigez la conversation. Parce que très souvent, quand on commence à interroger les gens sur leurs croyances, ils se sentent un petit peu comme à la radio, alors ils y vont quoi, ils commencent à raconter leur vie, ils font des digressions, puis ils reviennent sur ce qui les a convaincus la dernière fois, etc. Sachez diriger la conversation, sachez interrompre au bon moment, poliment, sachez dire excuse-moi mais est-ce qu'on peut revenir sur le sujet central, si tu veux on parle après de, etc. Si tu veux je note ça et on voit ça après. J'aimerais qu'on reste sur le sujet central, c'est très important parce que les gens ont tendance à partir dans tous les sens quand ils sont interviewés, on est un peu tous comme ça. Évitez aussi à tout prix les questions qui vous sont adressées. Oui, et toi, qu'est-ce que tu crois ? Si tu veux, on en parle après, etc. Parce que vous pourriez fortement influencer ces réponses et ces réactions. Il pourrait avoir à cœur de soudainement vous convaincre. Alors que si vous restez mystérieux à ses yeux, eh ben, il va rester plus ouvert, il va rester plus... ça va mieux se passer, tout simplement. Alors pour reconnaître qu'on est sur le bon pilier, il y a une astuce très simple. Quand on a trouvé le bon pilier, en fait généralement c'est un pilier qui se résume à l'évidence. L'évidence ça peut être, dans le cas de la religion, ça peut être la foi. La foi c'est un principe autoréférent. Il faut avoir la foi pour croire en Dieu. Mais ce que veut dire cette phrase en fait c'est pour croire en Dieu, il faut croire en Dieu. Et ça, une fois que la personne se rend compte que son pilier se soutient lui-même, ben, elle se rend compte que son pilier n'est pas terrible. Mais il y a d'autres piliers qui sont l'évidence. Avec Tonton Hubert, on peut très très vite arriver sur un argument de bon sens. C'est le bon sens. Mais le bon sens n'est vrai que s'il est vrai. Donc ça ne marche pas non plus. L'expérience personnelle. Ça marche sur moi. Le fameux « ça marche sur moi » qui est très connu de la communauté sceptique. J'en parlais en vidéo récemment, un truc un peu plus vicieux, le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est on pense qu'il faudrait interdire un truc au cas où il faudrait l'interdire. C'est autoréférent ce truc-là, on n'en sort pas. Qui n'a rien à voir avec la prévention et la prudence. Hein. Donc ça, j'expliquais ça dans une autre vidéo. Mais donc quand vous tombez sur un pilier et que sa caractéristique, c'est l'autoréférence, c'est l'évidence, en général, vous êtes sur le bon pilier. Vous êtes sur le pilier qui va pouvoir lui permettre d'arriver à un moment de silence et d'arriver à repenser à son truc. Si vous n'êtes pas sur ce type de pilier, essayez de l'évacuer avec le système de l'argument de l'évaluation par la soustraction, ça marche très très bien. N'oubliez pas de laisser la personne définir ce qu'est le pilier et de toujours demander si c'est une méthode fiable pour que n'importe qui sache que quelque chose est vrai. Le bon sens, on n'a pas tous le même bon sens. Mais quand on est entre personnes qui s'aiment bien, on imagine qu'on a le même bon sens et que c'est en plus le bon sens. C'est tellement typique. Donc comme je vous ai dit, c'est pas une technique centrée sur votre interlocuteur, c'est aussi une technique qui vous aide à apprendre de l'autre, c'est aussi une quête de vérité. Sur ma chaîne, vous verrez un versus que j'ai fait avec un youtubeur qui s'appelle Mouton Lucide, qui est un youtubeur qui posait beaucoup de problèmes à la communauté sceptique parce qu'il balance énormément d'affirmations gratuites, etc. Il a été combattu assez férocement par à peu près tous les sceptiques. Et j'ai essayé d'avoir une discussion épistémique avec lui et je me suis rendu compte d'un truc incroyable, c'est que j'étais d'accord avec lui. J'étais d'accord avec lui, mais pas avec ses arguments. J'étais d'accord avec le fond de son message, mais pas avec toute la constellation de trucs débiles qu'il utilisait enfin qui me semble débile, excuse-moi Dinis, qu'il utilisait pour justifier ses arguments. Et donc j'en suis arrivé à un moment donné de la conversation à dire mais en fait je suis d'accord avec toi, et c'est une belle rencontre. Il avait juste un petit message quelque part d'amour et de paix à diffuser, mais il le mettait avec des trucs, maintenant le monde est chimique, etc. Et c'était tous les trucs qui hérissent les poils des sceptiques.
Alors, une autre astuce, évidemment, n'enchaînez pas les questions. Il faut réussir à prendre le temps, il faut rester relax. On a une tendance à vouloir enchaîner les questions, à vouloir couper l'autre, à vouloir orienter la conversation. C'est une question de rythme aussi. Il faut savoir respirer, prendre les bons... Et surtout, si on sent que c'est pas le bon endroit ni le bon moment, ben tant pis. On remet à plus tard, on abandonne, etc. Faut pas hésiter non plus à abandonner. Si les conditions sont pas bonnes, faut abandonner. Parce que si c'est mal conduit, ça peut conduire vraiment à des problèmes. Pour la personne ou pour vous-même. Je vous ai cité plusieurs exemples. Si la personne tient absolument à savoir quelle est votre position sur sa croyance, vous pouvez le dire aussi avec beaucoup de légèreté. Vous pouvez dire, bah écoute, moi sur la même échelle que toi, je suis à peu près à 3-4%. Mais j'ai envie de monter à 100% et je suis intrigué par les gens qui sont à 100%, donc je veux apprendre de toi. Comment tu en es arrivé à 100%? Là, vous évacuez la question, vous le satisfaisez, ça permet d'avancer. C'est un truc qui revient assez souvent. Votre structure interne à vous ne doit surtout pas l'influencer lui. C'est vraiment important qu'il ne ressente pas vos propres convictions et qu'il n'ait pas du coup l'envie de les mettre en opposition aux siennes. Ne commencez pas si vous n'avez pas envie, alors ça c'est surtout pour les réseaux sociaux. Parce que des fois, moi j'en vois passer, je me dis, oh le cas parfait, il y a tout dedans, il y a déjà le pilier dedans. Et puis je me dis, bon, il me reste une demi-heure avant de partir. Il m'est arrivé de lancer des entretiens que j'abandonnais, où je laissais la personne sans poursuite de la conversation, parce que ça se faisait avaler par les messages, et que j'avais plus le temps d'y revenir, et que je l'ai oublié, tout simplement. Donc ne commencez pas si vous n'avez ni le temps ni l'envie d'aller jusqu'au bout. Ça peut durer longtemps, et on peut en avoir vite marre aussi. Si vous avez envie que ça s'arrête, rien ne vous empêche d'y mettre fin, poliment, en prétendant que vous devez partir, ou en invitant la personne à vous recontacter plus tard. C'est vraiment important. Ne faites jamais ça avec quelqu'un qui a la foi et qui va mourir dans 2 mois d'un cancer. C'est un petit peu con à dire, mais il faut toujours s'assurer de ce genre de truc. Ou quelqu'un qui traverse une épreuve trop difficile, de type dépressive, etc. Sauf si la croyance nourrit sa dépression, évidemment. Si cette personne est enfermée dans une croyance qui lui fait du mal dans sa dépression, alors ça vaut peut-être la peine de très prudemment en discuter avec elle. Mais parfois la croyance aide à passer ce genre d'épreuve et vous n'êtes personne pour venir dire à cette personne que non, elle doit affronter sa dépression sans sa petite béquille. Est-il besoin de le dire? Ne faites pas ça avec un schizophrène. Mais ça peut être tentant, hein. Moi j'ai une connaissance schizophrène, ça peut être tentant, mais il faut surtout pas faire ça. Il y a des exemples sur internet. La famille, je l'ai dit, c'est très difficile. Il y a une petite astuce avec la famille, c'est que vous pouvez montrer que vous avez cette technique sur des sujets légers. Sur des sujets très légers, de type, une bande d'abrutis va aller dans la zone 51. Ah oui, mais dans la zone 51, des extraterrestres. Bon, généralement les extraterrestres, on s'entretue pas pour eux. C'est assez rare, sauf quand il y a vraiment un loufoque. Bon, tonton Hubert, on va se dire qu'il a entendu qu'il y avait des extraterrestres dans la zone 51. Si vous faites un entretien épistémique sur ce sujet à ce moment-là, ce sera léger. Il y a peu de chances pour que vous ayez le problème qui est dû au fait que votre famille vous connaît. L'avantage de ça, c'est que quand ils aborderont des gros sujets, ils sauront que vous êtes capable de les traiter avec cette méthode. Et donc ils vont déjà anticiper la conversation et ils vont déjà plus y réfléchir. Par rapport à la famille, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense. Enfin, en tout cas, les réunions de famille. De nouveau, seul à seul, on peut obtenir des résultats assez surprenant. Donc je l'ai dit, ça peut devenir un moyen de faire du mal. C'est pour ça que je prends énormément de précautions. Ça peut devenir un moyen de faire beaucoup de mal aux gens. N'en faites pas une arme. Ça reste expérimental. Ne laissez pas une personne dans sa détresse. Vous ouvrez une porte, c'est à elle de la franchir. Mais surtout, et ça je crois que c'est le plus important, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne. Merci à tous. On va faire une séance de questions. Donc, qui veut commencer? Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'essayer de parler de croyances à des gens qu'on rencontre dans la rue, comme l'extrait qu'on a vu? Parce que finalement, voilà, il a l'air jeune et tout, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il traverse. Est-ce que par exemple, c'était super important à ce moment-là de croire en Dieu? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas parler avec des gens qu'on connaît vraiment? Alors, d'une part, oui. Alors, 2 réponses à ça. La première, c'est qu'on est aux États-Unis et il faut bien comprendre que là,
il y a vraiment, c'est une autre culture par rapport à ça, si tu veux. Ils ont vraiment l'habitude. Il y a aussi des athées avec des pancartes, quoi, tu vois, qui vont accoster les gens, etc. Donc il y a une espèce de tradition de l'interview dans la rue, etc. C'est un peu plus... et de nouveau, tu verras... Bon, là, j'ai pris la vidéo la plus courte que je pouvais trouver. Donc effectivement, il y a peu de précautions qui sont prises, mais en même temps, Anthony a développé un feeling par rapport à ces personnes. C'est un truc que tu comprends quand tu regardes vraiment beaucoup de vidéos, surtout quand il les commente lui-même par après. Il te dit, ah là, par rapport à ça, j'ai capté que, et là j'ai dit, et tu fais, ah oui, d'accord. Donc effectivement, il faut prendre énormément de précautions, ça c'est certain. Moi, je... Des croyances, je me dis pas vraiment les religions où on impose des choses, mais croyances vraiment personnelles, ça je trouve ça un peu délicat. Mais ça peut même être pire que ça. Il y a pas que la croyance, il y a le contexte de la croyance aussi. Il y a un épisode assez fort, vraiment très intense, je vous recommande de le regarder, il est dans les top lists de toutes ces playlists, où il interviewe une femme et il se rend compte pendant la conversation que cette femme croit en Dieu parce que c'est ça qui l'a aidé à sortir d'un mariage où elle était battue. C'est terrible d'arriver à parler d'un truc pareil, tu vois. Et donc effectivement, il faut faire super gaffe. Et on voit qu'il prend énormément de précautions, qu'il laisse toujours la place à l'autre, qu'il en prend vraiment soin. Faut avoir un bon sens de prendre soin de la personne, évidemment. Il faut avoir une sensation du précieux, du fragile de la personne, de ce qu'elle est. Après, il est pas peut pas être devin, donc parfois on a des suppositions sur une personne. Moi, je continue à penser que les croyances, il vaut mieux la connaître. Non ? Enfin, je sais pas, hein. Il y a des précautions oratoires qui permettent justement de mettre en évidence tout ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut regarder un max. Je connais pas vraiment. Bah oui, et en si peu de temps, on voit pas tout ça. Mais je peux te dire qu'il met énormément de précautions oratoires et il va progressivement, pas à pas. Et c'est toujours pour garder cette cordialité. Si on voit que il est très attentif à plein d'autres détails aussi dont j'ai pas parlé. Si la personne fait un pas en arrière, si elle croise les bras comme ça, si elle fronce les sourcils, il est très attentif à tous ces trucs-là. Okay. Et il invite à faire très attention à tous ces détails. À quel pourcentage croyez-vous que la méthode épistémique soit la meilleure? La meilleure, 0%. Je suis incapable de dire que c'est la meilleure. Mais je peux dire parce que j'ai pas trop confiance en ma mémoire non plus, je peux te dire qu'à 85%, c'est la meilleure que j'ai croisée de ma vie. Il se peut que j'en ai croisé sans m'en rendre compte, donc je mets un bon 85. Ma question c'était au niveau des connaissances à savoir avant d'entamer un entretien. Quelle est ta position dessus et quelle est sa position? Parce que, je m'explique, ça a l'air d'être uniquement discuté sur les raisons de croire et non pas sur la croyance en tant que telle, mais ça peut du coup très vite bloquer au premier argument que la personne, ou au premier pilier que la personne va sortir, et sur lequel on n'est pas forcément... on n'a pas forcément les connaissances dessus. Mais t'as pas besoin de connaissances en fait. T'as absolument pas besoin de connaissances. C'est lui qui doit te donner les connaissances. Lui ou elle, hein, bien sûr. Si on prend l'exemple tout simple de la vidéo citée, il y a quand même l'exemple, alors c'est vrai que ça paraît un exemple de bon sens, mais l'exemple du grand-père qui a connu la télé qui lui dit de fumer, d'une certaine manière, c'est une connaissance. Donc il y a quand même un certain... Il y a une part de créativité. Il y a une part de créativité qui est assez difficile. C'est le moment effectivement où tu dois trouver des comparaisons malignes. Faut pas hésiter à marquer un silence, réfléchir, dire attends, laisse-moi réfléchir. Et ça vient. Ça vient très rapidement. Parce que si tu as vraiment conscience du pilier, tu vas trouver très rapidement une comparaison. Par exemple, tonton Hubert avec son homéopathie prouvée scientifiquement, je lui dirais, si je sais qu'il est pas anti-vax, je lui dirais, et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que les vaccins qui causent l'autisme, c'est prouvé scientifiquement? On est dans une comparaison des deux piliers, tu vois. Et pas forcément entamé sur le côté d'où tu sais que c'est prouvé scientifiquement. Parce que là, c'est pas très intéressant en fait. On n'a pas forcément le bon argument non plus. Bah oui. Nous-mêmes, on ne sait pas forcément ce que tu donnes. Mais ça, c'est pas intéressant parce que là, tu vas creuser l'argument. Okay. L'argument est l'ennemi. Le pilier, qu'est-ce qui soutient? C'est difficile, hein, c'est contre-intuitif, c'est une gymnastique de l'esprit. En plus, quand tu dois le faire, c'est en direct, donc il faut avoir le bagou, etc. C'est un exercice super pénible, mais les résultats sont incroyables. À un moment, tu parlais du petit but non avoué qui est toujours caché derrière.
les remettre en cause les croyances. Moi, je remarque, je suis un jeune pompon dans la pouponnière sceptique. Je m'en prends plein la gueule parce que je suis casse-couille avec tout le monde pour l'instant. Je suis vraiment un connard, comme dirait Phil Play. Et du coup, je sens que je suis très fort mu par ça, par cette idée de dire putain, mais j'ai compris, je suis aussi très fâché contre moi qui ai été croyant pendant des années. Et du coup, j'ai envie très fort d'aller faire l'évangélisation au scepticisme autour de moi. Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours à toi, quel est ton déclencheur, ou ce moment où tu as vraiment pris conscience que c'était cet amour, cette empathie de l'autre. Voilà, le principe de charité, c'est l'idée de dire que l'autre a une pensée rationnelle derrière. Tu sais un peu plus, tu iras voir Mandax qui explique ça mieux que moi. Voilà, ça a été quoi ton déclic personnel à toi, en fait? Ben, simplement de me rendre compte que y avait une méthode possible en plus, simplement d'avoir été mis au courant que ça existait. Parce qu'elle me permet de mieux atteindre mon objectif et d'en atteindre un supplémentaire qui est de si c'est moi qui ai tort, alors je vais m'en rendre compte plus facilement. Parce que moi aussi je suis bouché. Moi aussi il faut pas me la faire, tu vois. Quand quelqu'un vient me faire je suis aussi j'ai mes certitudes. Et cette méthode, ben voilà, elle va dans les deux sens, vraiment elle va dans les deux sens. Et j'ai même, plus j'avance dans cette méthode, plus j'utilise pour moi. Et plus je comprends qu'en fait ces frontières qu'on met, tu vois, il y avait mon diagramme avec tous les cercles qui se croisent. Ce qui est assez marrant, c'est que si tu essayes de placer les grands sujets du scepticisme, le 11 septembre, je sais pas quoi, ils sont tous sur les croisements. Ils sont là où ça se croise. Et donc j'ai envie de dire, mais quand on est dans ces... On n'est pas si différent que ça. On est différent à des micro-détails près. On est sceptique aussi. Quand Reopen 9/11 me dit qu'ils sont sceptiques, je les crois volontiers. De quel droit je m'arrogerais l'exclusivité de ce mot? Donc tu vois, tout ça me fait me rendre compte personnellement, en tout cas dans mon parcours à moi, que ce qui est peut-être plus intéressant encore que d'évangéliser, c'est de casser ces frontières et comprendre qu'on n'est pas différent en fait. Ouais, enfin, moi j'ai absolument pas tout entendu, mais j'ai entendu des parties de la conférence, etc. Sauf si ça a été abordé, désolé. Et c'est une question... Moi je connais pas bien le sujet, enfin... On m'a posé cette question sur Facebook et je voulais te la renvoyer. On m'a fait la remarque en disant, ben oui, souvent l'entretien épistémique c'est à propos de Dieu, et en gros il y a une composante athée. C'est un peu de... Est-ce que c'est pas un peu justement le mot évangélisation a été proposé? Est-ce que c'est pas de l'évangélisation athée? Ouais, est-ce qu'il fait la même chose mais avec des athées? Est-ce qu'il essaye de convaincre des athées? Exactement. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la position qu'on a face à quelqu'un qui croirait en Dieu, c'est plus la position d'athée. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous n'êtes pas là avec votre athéisme, vous devenez neutre. Et vous pouvez aussi avoir cette position-là vis-à-vis d'un athée. Et Magna Bosco fait des entretiens avec des athées, où il explore les raisons pour lesquelles ils sont athées. Et dans ce cas-là, il ne devient pas religieux, évidemment. Mais il devient neutre. Il oublie ses propres convictions. Il oublie ses propres convictions, il retient juste ces mécanismes qui lui permettent de définir qu'une chose a toutes les chances d'être vraie. Est-ce que ça répond bien à ta question? Oui, non, ça répond un peu à ma question. Mais donc si la personne donne des mauvaises raisons pour sa croyance dans l'athéisme, on est d'accord qu'il est en train de déconstruire aussi les croyances. Exactement. C'est parfaitement la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas des croyances qui sont bonnes sans devoir les justifier? Je sais pas, moi je crois que l'homme est bon. Je crois que je ne trouverai jamais rien de raisonnable pour justifier ça. Est-ce que je dois remettre ça en question ou est-ce que je ne peux pas garder ça comme un acquis? Alors on ne doit pas faire un entretien épistémique, hein. Et de nouveau, là, bon, on est un petit peu... Ton exemple, c'est un exemple d'opinion, ça marche pas très bien l'entretien épistémique par rapport à ça. Et en plus, les opinions, moi c'est un truc que je trouve... Alors, on n'est pas tous d'accord par rapport à ça en arrière-plan, mais moi je trouve que c'est un truc dont le scepticisme devrait pas trop se mêler. Est-ce que l'homme est bon ou est-ce que l'homme est mauvais? Tant qu'on a une bonne définition de l'homme, je crois que le scepticisme il s'arrête là en fait. Après, on choisit s'il est bon ou s'il est mauvais. Mais par contre, il faut bien comprendre que l'entretien épistémique, sa vocation, c'est pas d'être appliqué partout tout le temps. Sa vocation, c'est d'optimiser ce moment où on sent qu'il faut absolument que quelqu'un réfléchisse plus à ce qu'il croit.
c'est pas obligatoire d'en faire, quoi, tu vois. C'est pas de nouveau. Non, ça dirige peut-être autant la vie que quelqu'un qui croit que les pierres guérissent. Enfin, c'est pas très différent finalement d'avoir ce genre d'opinion. Alors, les pierres qui guérissent, c'est pas une opinion. Parce que les pierres, soit elles guérissent pas. Elles peuvent pas à la fois guérir et à la fois pas guérir. C'est pas possible. Que l'homme soit bon ou mauvais, il peut être les deux en fait. Tu vois. Mais les pierres qui guérissent, il y a quelque chose qui existe ou qui n'existe pas. Alors, est-ce que c'est important d'en débattre? Ça dépend du contexte. Si tu veux en débattre avec ta petite sœur, c'est la première fois qu'elle te sort un truc absurde, bon, bah, est-ce que c'est vraiment important? Je sais pas. Si tu veux en débattre avec quelqu'un qui pense qu'il va soigner son cancer avec, il faut peut-être essayer. L'entretien épistémique me paraît la meilleure façon de débattre de ça avec lui. Il y avait le format Versus sur ta chaîne. C'est vrai que c'est un format long, mais le format Anthony me semble super intéressant. As-tu jamais pensé, ici en Belgique, pour justement donner un peu plus de visibilité à toute cette méthode et peut-être même être utilisée dans le cadre de l'enseignement? Je trouve que c'est un petit format très court. Ce genre de choses, as-tu jamais envisagé ici en Belgique de faire peut-être sur ta chaîne ou je ne sais pas, aussi une vidéo, une série de vidéos de ce genre? Je l'envisage très sérieusement, comme je l'ai dit sur les réseaux. Une fois que j'aurai tenu mes promesses par rapport aux autres vidéos, je compte vraiment me consacrer à fond à l'entretien épistémique. Je compte en montrer. Je ne suis pas encore super convaincu que ce côté micro-trottoir fonctionnera aussi bien en Belgique. Non, mais peut-être en allant dans les écoles ou dans les universités. Peut-être, mais tu vois... Justement, on enseigne beaucoup et que peut-être les gens assimilent sans remettre en question, puisqu'il y a une espèce de rapport d'autorité avec un professeur systématiquement. Oui, je peux aller dans les facs de psychanalyse, ça pourrait être très... Ça pourrait être intéressant. Oui, je compte faire des trucs. Je t'avoue que pour l'instant, le truc le plus évident qui m'est venu à l'esprit, c'est de repérer dans les commentaires de mes vidéos les gens qui sont pas contents de ce que je dis, mais qui restent polis et courtois, et de les inviter à faire un Skype, en fait. Pour l'instant, je m'oriente plus sur ça. J'ai l'impression que ça correspond mieux à moi, déjà, parce que je me sens pas apte à être aussi rassurant que Anthony arrive à le faire. Je crois que je ferais fuir un peu les gens si j'arrive dans un parc, tu vois. Je vais inspecter vos croyances. Je crois qu'il y a une grosse découverte à faire en fait sur comment le pratiquer ici. Et de nouveau, la façon dont Anthony le pratique, c'est une façon parmi des dizaines. Mais moi, je trouve que c'est la plus inspirante. Et il faut découvrir comment le pratiquer ici en fait. Et je compte faire partie de ceux qui vont chercher ça. Ouais. Une question ici. Du coup, dans les questions importantes, il y avait le pourquoi, le comment, donc pourquoi tu crois ça, comment tu arrives à croire ça, et le si. Oui, le si. En fait, je trouve que le si, moi je trouve que c'est le plus difficile parce que c'est le moment où on essaye de, pas forcément remettre en question, mais d'essayer de faire réfléchir la personne sur... typiquement l'exemple là c'est donc si tu penses que ça alors ça ouais. C'est le moment que je trouve le plus dur et il n'y a pas des astuces parce que moi je me suis retrouvé bloqué j'avais l'idée et je me disais la manière dont je veux le dire je vais juste détruire la personne, je veux la blesser et je sais pas. L'astuce la plus récurrente que j'utilise personnellement, c'est l'astuce de l'expérience de pensée. Donc je prends beaucoup de précautions oratoires où je dis écoute, on va imaginer que ça veut pas dire que je le pense, ça veut pas dire que je veux que tu penses ça, c'est juste pour tester. Faut être honnête sur ce qu'on est en train de faire aussi, hein. C'est juste pour tester ce qui soutient ce que tu viens de me dire. Si on imagine que... Et là tu peux rentrer dans un rapport plus détendu déjà. Si la personne va jouer un jeu en fait. Pas hésiter à lui dire t'inquiète, après tu vas retrouver ta conviction, elle sera encore là, il n'y a pas de souci. C'est juste si on imagine que pour clarifier, ton objectif c'est de clarifier. C'est ce que tu fais d'ailleurs, tu débroussailles quoi, tu vois. Donc toujours présenter ça comme une expérience de pensée, même si c'est pas exactement ça que ça veut dire, c'est pas très grave. Je pense que c'est une ficelle qui fonctionne assez bien. J'enseigne à des rhétoriciens et dans le cadre du cours de français on voit l'argumentation. J'ai la chance de par ma formation, je fais le français moral, de bénéficier on va dire d'un accès à l'esprit critique et d'un intérêt aussi pour tout ça, donc j'essaie de leur faire comprendre aussi dans le cadre de ce cours là que
l'argumentation, ça passe d'abord par comprendre ce que l'autre veut dire et d'essayer, voilà, et pas de vouloir asseoir ce qu'on veut. Est-ce que toi, tu penses que cette méthode-ci est abordable pour les élèves du secondaire? Moi, je pense que, ouais, à partir du... Alors, tu veux dire quoi? Toi qui la pratiques sur eux? Moi qui la pratique sur eux, ou alors qui l'aborde avec eux, ou alors qui l'aborde entre eux. Je pense que dans le secondaire, a priori, alors je suis pas du tout un pro, hein, moi ma seule expérience c'est d'y être passé, et c'était pas très... C'était pas un super exemple. Je pense que dans le secondaire, oui, ça peut être un exercice amusant. Et il me semble, alors là par contre, je lâche une info, mais je suis pas sûr de moi, je l'ai pas vérifié. Il me semble qu'il existe une technique de conversation qui s'en rapproche très très fort, qui a été élaborée par un certain Dr Gordon. Je sais pas si ça dit quelque chose. Alors ça sonne pas super bien, hein, de la méthode du Dr Gordon. En général, ça sent pas bon quand on voit des trucs comme ça. Mais il se trouve que j'en ai discuté avec ma sœur qui est professeure de maternelle, elle. Et je lui parlais de l'entretien épistémique, elle me disait « Ah mais c'est exactement comme... » Alors je lui ai demandé « Ah ben comment fonctionne Dr Gordon ?» Et elle m'a cité, c'est les mêmes étapes. Donc j'ai pas creusé plus, mais je pense qu'il existe déjà quelque chose qui va dans ce sens-là, et c'est réservé aux adolescents. C'est vraiment fait pour les adolescents, pour la difficulté de communiquer avec les adolescents. Tu as déjà participé à des cours de morale en Belgique ici Tu veux dire en tant qu'élève? Non, en tant qu'invité. Non, pas du tout, non. Je sais que ça se fait et ça reprend globalement, on va dire, les mêmes intentions dans la discussion. C'est l'apprentissage de la discussion. Voilà, s'il dit que... Mais attention, n'oublie pas ce que le formateur a dit. Hein. Je crois pas en l'homéopathie. Hein. Je m'en fiche, je suis en communauté germanophone. Ah, d'accord, donc ils vont rien comprendre de ce que je dis en fait. C'est pas grave, ça changera pas de ce soir. Alors, on va commencer par ceux qui n'ont pas déjà posé de questions. Le monsieur ici. Oui, rapidement, pas de questions. Et il existe globalement à peu près les mêmes types de teneurs et d'aboutissants et de techniques que tu donnes dans les traitements pour la douleur chronique et dans l'éducation à la douleur aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Et c'est super intéressant, il n'y a pas de nom de docteur ou quoi, donc ça sent mieux. Mais ça pour me dire que je suis professionnel de santé, j'enseigne aussi, et ça résonne beaucoup, et je te remercie en fait parce que je pense vraiment que beaucoup de professionnels de santé auraient intérêt à écouter ce que tu dis, ou enfin, ce que d'autres personnes disent sur ce sujet. Par rapport au format court, tu l'as dit, mais en fait, tu as dit c'est souvent plus ou moins long ce genre d'entretien. Oui, on est plus sur la demi-heure en général. Ouais, voilà. Et c'est pour moi l'une des limites, notamment quand il y a des gens, et pour être un peu sur Twitter aussi, moi il y a un moment donné où je dis stop, c'est quand il y a une souffrance derrière, tu vois, comme on disait tout à l'heure, il y a parfois des croyances qui sont liées à des trucs, tu parlais du cancer, etc. Moi c'est des moments où je Bien sûr. dis stop. Voilà. Donc simplement pour dire qu'en fait, pour rebondir sur monsieur là-bas, il y a le même genre d'idées dans les traitements de la douleur chronique, et que, à mon avis, ça, on pourrait en parler un peu. Mais je veux bien que tu m'envoies les infos là-dessus sur les réseaux ou quoi. Tu me trouveras. Moi sur Twitter, @anamorphosie sur Twitter. Ok, d'accord. Chacun fait sa pub. Voilà, petite pub là-dessus. Allez, hop là. C'était pour revenir sur le côté éthique dont tu parlais à la fin de la conférence. Parce que, pour reprendre l'exemple de l'entretien épistémique de l'épistémologie, quand il utilise son vécu personnel en disant voilà, mais tu sais, mon grand-père, voilà, est-ce que, à ce moment-là, est-ce que la personne qui lit de l'entretien ne serait pas tentée de mentir en fait? Alors moi, il m'est arrivé de mentir, ouais. Il m'est arrivé, je trouvais pas de bon exemple, et j'ai dit des trucs du style, tu sais, j'ai déjà conduit le même entretien avec une personne qui croyait en Vishnu. Et bon, ben c'est pas bien de mentir, mais en même temps, on s'en fout un peu, quoi. L'idée, c'est de comparer. Je peux aussi être très honnête et dire, mais si on imagine une personne qui croit en Vishnu, est-ce que tu penses qu'il est possible qu'il existe une personne qui croit en Vishnu pour les mêmes raisons que toi? Tu vois, on peut aussi être franc et imaginer une... Le lien empathique à ce moment-là aussi. Pas du tout, non, pas du tout, pas spécialement. Pas spécialement, parce qu'à un moment donné, c'est amusant en fait. À un moment donné, on s'amuse. Je sais pas si tu as vu, mais et à ce moment-là, tout ce que tu proposes pour encore plus, c'est assez bien accueilli, quoi. Si tu arrives à maintenir la bienveillance et l'empathie.
tu peux carrément inventer des exemples, il n'y a pas de problème. Juste une remarque et une question. La remarque, c'est ça me paraît étrange de mettre l'entretien épistémique et notamment le côté coopéré au milieu de ton graphique là, parce que en soi, au final, c'est clairement pas un échange. Que tu le disais toi-même, il faut éviter de donner ses propres arguments, il faut éviter de donner ses propres positions. Donc pour moi, même si je connais l'intérêt, mais je le mettrai clairement pas sur ce même schéma-là parce qu'on est à côté, quoi. Mais en fait, ce schéma-là, il n'est pas en train de dire qui va recevoir l'information de l'autre. Il est en train de dire est-ce que tu vas aller vers le combat de l'autre ou est-ce que tu vas aller vers la préservation de ce que tu es. Et le milieu, c'est la coopération. Et juste une autre petite question, tu disais que tes versus sont clairement pas des entretiens épistémiques. Ouais. Pourquoi, selon toi ? Parce que une des faiblesses de versus, c'est de laisser le temps à la personne de s'exprimer. Et donc elle donne, sans blague, et donc parfois elle balance des trucs, et je peux décemment pas laisser ces paroles sur ma chaîne telles quelles. Donc je dois rentrer dans la contre-argumentation. Ce problème, j'essaye de le régler en imposant la limite des 5 minutes par échange. Ça se passe pas trop mal avec le versus que je suis en train de mener en ce moment même avec une grande figure. Pas de spoil. Pas de spoil. Je parle trop en fait. Non mais sérieusement, pour moi, moi j'ai l'impression d'être sur un superbe cas d'école où la plupart des sceptiques pensent que cette personne est un escroc, c'est-à-dire une personne qui sait qu'elle ment et qui ment sciemment. Moi, j'étais parti avec cet a priori parce que je fais confiance à mes collègues, et plus j'échange avec cette personne, plus je me rends compte que c'est pas du tout vrai en fait. Plus je me dis mais non, cette personne est vraiment honnête. Et j'ai un nouveau regard sur les commentaires de mes amis qui me disent ça, et c'est avec eux que je fais un entretien épistémique. C'était quoi la question? Non, ça va, tiens, répondu. D'accord. Sur le versus, ouais, voilà. Et une dernière question. Oui. Voilà, moi, en tant que sceptique, pour apprécier la véracité d'un phénomène, j'ai besoin de preuves dures, d'expérimentation suivant un protocole, double aveugle, et toutes ces choses. Et je me suis souvent retrouvé en face de gens qui n'ont pas du tout le même besoin de niveau de preuve que moi. Et comment on s'en sort avec une conversation du type qu'on a appris aujourd'hui, alors que l'appréciation de la véracité d'un phénomène n'est pas du tout perçue de la même manière par les deux interlocuteurs. Alors, comme je l'ai dit, la plupart des gens, il leur faut peu de raisons pour croire. Vous, il en faut beaucoup, c'est très bien. Et il leur faut beaucoup de raisons pour décroire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à peu près tous le même regard sur ce qui soutient nos croyances. C'est-à-dire que la croyance mise à part, si vous dites à une personne qui n'a pas besoin d'un niveau de preuve scientifique élevé pour croire une chose, si vous lui expliquez que vous avez besoin de ça, elle va être d'accord avec vous. On est tous plus ou moins d'accord sur la faiblesse de ce qui soutient une croyance, parce qu'on a tous un regard critique sur les croyances des autres. Et ce regard critique, on le partage en fait généralement assez bien. Il suffit de trouver le point commun, le regard critique qu'on a en commun sur une croyance qui en fait est similaire à celle de la personne. Est-ce que ça répond bien à la question ou c'est trop nébuleux? Je vais garder de la réflexion. Bon, on va te remercier encore une dernière fois. Merci à vous tous.